On lance la Podjam. Qui gère? Tu gères, Nemo? Bah, je veux bien, si on Allez, annonce les équipes pour commencer. Ouais. Ah ouais. On va remettre les équipes. Ça... Donc voilà, vous avez dû en prendre connaissance puisque vous avez dû recevoir un mail, un tweet, ou autre moyen de communication moderne à base de pigeons. Un Johnny Pigeon voyageur. C'est-à-dire qu'en fait, il fait le tour de la France pour annoncer les équipes. Il est fort. Mais il est ergonomique de la tête. Oh putain. Le vent glisse sur lui comme sur un pigeon. C'est un mélange de Johnny Pigeon et de Roule avec Tocheux. C'est pour annoncer les équipes. Donc, on annonce juste qu'il y a pour l'équipe quelques changements. Oui, il y a eu un changement. Oui, donc Zéphyr étant Zéphyr étant malade, on vient de lui apporter des médicaments personnellement. Et donc, il est remplacé par Benjir, si je me souviens bien. Au pied levé. Au pied levé, merci à lui. Nous avons également 2 membres de Retour vers le Turfu qui arrivent trop tard. Ah. Et donc peut-être que, voilà, je sais pas, ça dépendra d'elles si elles veulent finalement aller dans l'équipe. Si elles veulent se raccrocher au wagon ou pas. On verra. De toute façon, vous pouvez prendre quelqu'un de plus, c'est pas très grave. Okay. Le principe, on va mettre les règles. Oui, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des gens qui font coucou. Ok. Ah, il y a une place qui peut être prise. Ah bah voilà, ouais. Et ben voilà. Tu verras, on verra avec les équipes concernées. Voilà. Si y a de la place, ça de toute façon, c'est pas très grave. En soi, si vous voulez vous rajouter dans une équipe, signalez juste. Faut payer les frais d'inscription. C'est ça. Ah oui, il y a 700 € de frais d'inscription. On va avancer histoire de vous laisser du temps. On va mettre les règles, s'il te plaît, David. Je crois que c'est ça le truc suivant. Il y a les règles qui viennent. Voilà, les règles suivantes. Le temps alloué à la préparation de cette émission, c'est 1h30 du coup, et non pas 2 heures. 1h45. Allez, voilà, on va faire vite. On va faire vite. Vous pouvez utiliser toutes les ressources à votre disposition. Donc, c'est-à-dire que là, on mettra, je vais ressortir un mini PC. Mais par exemple, voilà, on a mis, vous êtes libre de partir en ville. Vous faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que si jamais vous voulez aller interroger des gens dans la rue, dites juste pas que vous venez d'ici. Mais voilà, vous pouvez donner un faux nom. Voilà, vous pouvez prendre le métro si jamais vous voulez prendre une photo. Enfin, faites ce que vous êtes Johnny Pigeon. Vraiment, faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et plus vous serez imaginatif, mieux ce sera. Le but du jeu, c'est de vous éclater. Donc, n'hésitez pas à renverser les limites de l'exercice. Par contre, il y a une règle qui est importante et vraiment capitale. C'est pas de sketch. Ce que vous devez faire, c'est vraiment une émission qui a potentiellement une vraie émission de podcast. Voilà, votre vocation à faire une vraie émission de podcast. C'est-à-dire que vous ne faites pas une chronique de 15 minutes. C'est pas un sketch justement. C'est vraiment une vraie émission. Voilà, on revient en arrière s'il te plaît. Oh là là, eh oh. Rappel, votre émission ne devra pas excéder 15 minutes. Vous devez trouver un nom à votre émission ainsi que concevoir un logo. Alors vous pouvez faire un dessin, ça suffit. Et le prendre en photo. Voilà, même une photo, si vous voulez faire une photo. Vous nous l'emmenez, on prendra la photo. C'est ça, voilà. Vous n'hésitez pas à demaenter de l'aide aux orgas. Si vous avez besoin d'un coup de main, une question, n'hésitez surtout pas. Là. On est là, n'hésitez pas. Sauf si c'est pour changer une roue de bagnole, mais sinon c'est bon. Si, éventuellement, tu peux le faire. Hein. Moi, je peux pas. Mais... donc, toutes vos ressources sont à nous faire parvenir avant le début des passages. Alors, s'il vous plaît, essayez de le faire ce soir. Voilà, vraiment pour que ce soit... Ou demain avant à 9h. Voilà, demain à 9h, dernier délai. Voilà. Ah, ça fait le veto. Hein. Ouais, voilà. Moi, je mets un veto sur cette... On sera là dès 9h. Non, tu peux pas me dire non, toi. Donc, suivant. Après, donc, on va annoncer les thèmes. Du coup, je crois que c'est ça. C'est ça. Du coup, le passage en public aura lieu le dimanche 1er avril à partir de 9h30, donc soyez à l'heure. Il sera défini aléatoirement, lors de passage, on vous le donnera, je ne sais pas quand d'ailleurs. Demain matin, voilà. Votre passage sera retransmis, bien entendu, sur le live de Bad Geek, donc le live de Podren. Et voilà, vous aurez les versions vidéo et audio pour vous vanter auprès de vos amis, de vos parents, de vos proches. Ou pas. Et de votre patron. Et de votre patron, sachant que, bien entendu, on l'envoie à votre patron immédiatement, automatiquement. Voilà. Oui, non, oui. Voilà, voici les thèmes de la Podjam. On a un peu changé. Alors l'année dernière, il y avait les 5 trucs à faire avant de mourir. Donc là, c'est la demi-dizaine de trucs à faire avant de clamser. On avait une histoire qui vous est vraiment arrivée. C'est devenu une aventure véritable. Et ensuite, on avait les aléas de la vie, c'est les hasards. Je crois que c'est les mêmes que... Ah oui, non, en fait, on va pas vous mettre ceux-là. Finalement. Voici les vrais thèmes de la Podjam. C'est une étrange expérience. Et voilà, l'humour, c'est ce qui nous caractérise. C'est ça aussi, l'humour. On réfléchit. Hein. C'est pour ça que t'es deuxième, Johnny. Quand j'étais petit, voilà. Où on peut plus rien dire, voilà. Choisissez votre thème. Vous choisissez votre thème et non, c'est un seul des 3 thèmes. Vous pouvez traiter les 3 en même temps, ça n'a pas grand intérêt, mais vous pouvez le faire. Hein.
Parce que quand j'étais petit, j'ai vécu une étrange expérience, mais je peux pas la dire. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est un peu. C'est voilà. comme tu peux te frotter la Donc tête tu avec es du papier. catholique. On se dit Tu peux qu'il y te a un frotter la truc- tête avec du papier de verre, mais bon, voilà, l'intérêt est pas forcément Bah toi non, du coup. évident. Voilà. En plus. C'est ce qu'il a fait déjà. Du coup, voilà, vous avez le choix entre ces 3 thèmes, vous devez les traiter. Enfin, un des 3 thèmes, vous devez les traiter du mieux possible. Et histoire que tout le monde soit à égalité, on va vous faire un exemple, voilà, qui sera présenté par Randall Flagg. Il nous a fallu quoi 1 heure. 20 minutes. Oui. Bon, ouais, 20 Après, il y avait les logos à faire et En compagnie. total, avec les logos, on a dû prendre 1 heure et 40 demie. minutes. Une heure, allez. Une heure. Oui, on dit Allez, 1 heure. une heure. Je leur fais pas peur. Donc voilà. Après, C'est juste qu'on est balèze. c'est juste un exemple. Voilà. C'est juste un exemple. Donc ça s'appelle Quand j'étais petit. À toi. Et le générique. Non, je l'ai pas, le générique. Ah bon. Oh Il me semblait que je l'avais, mais il y avait un super générique. Bon, il y a déjà il y a Quand un petit qui j'étais déconne. petit, J'étais un Jedi, tellement petit que quand il pleuvait, des fois je m'électrocutais. Donc si vous ne nous fournissez pas Voilà. vos fichiers à temps, Voilà vous ce qui se le passe. faites tous aussi. Alors, moi, quand j'étais petit, bon, déjà, quand j'étais petit, aucun d'entre vous était né, je crois. Ou peut-être Zafeu, peut-être, c'est tout. Et il truc. Ah, Itruc aussi, oui. On était 3 au monde. Hein. Ils se sont Voilà. produits après. Ils ont créé le Big Bang. Moi, quand j'étais petit, tout fonctionnait un peu différemment maintenant. Je me souviens, par exemple, que la musique, nous, on l'écoutait sur... je ne sais pas si vous avez connu des espèces de boîtiers carrés avec des cassettes audio, ça s'appelait. Si vous savez, entre une cassette audio et un crayon, ce qu'on peut faire, c'est que vous êtes presque aussi vieux que moi. Non. Voilà, le truc, c'est que les technologies ont vachement changé. Moi, quand j'étais petit, donc on achetait des cassettes audio qu'on arrivait à copier avec un lecteur double cassette. Par contre, mes camarades là n'ont pas tout à fait le même âge que moi. Comment ça se passait, vous, quand vous étiez petit, pour la musique Nemo? Moi j'avais des cassettes. Mais t'étais pourtant vachement plus vieux. Mauvais non, exemple. Non, Tu mais les as pas connus longtemps. moi non, je les ai pas connus longtemps. Mais mes parents voulaient pas me payer le truc à double cassette pour les copier. Mais alors très vite, je suis passé au CD. Mais en fait, j'aimais pas les CD parce qu'avec le truc de cassette, je pouvais faire rec et enregistrer des trucs par-dessus. Eh oui. Et ça, c'était génial. Et du coup, bah voilà, j'ai eu des CD hyper rapidement avec un lecteur CD. Est-ce que tu as eu le petit magnétophone avec Ouais. avec le micro intégré? Ouais, grave. J'avais le petit micro intégré et tout. Et Le petit magnétophone. j'enregistrais des podcasts déjà à l'époque. Des podcasts tout seul. ça. Voilà. Mais non, c'était génial. Et- Ouais. Et fun fact, sans le lecteur cassette, les 2 minutes du peuple n'auraient jamais existé. Ouais. Oui. Florent, putain. C'est vrai. C'est Florent comme ça. Pagny. C'est comme, Florent c'est comme ça. Pagny. C'est comme ça Les fameuses 3 minutes c'est du comme ça peuple que de François Florent Pagny. Pérus a commencé. Ouais, Donc, en Pérus, accélérant la bande. Ouais, Pérus a trouvé que c'est rigolo de faire ça. Et toi, David, quand tu étais petit? Moi, Enfin, quand j'étais petit, quand t'es petit déjà. en âge. Quand âge. j'étais plus petit en âge, mes parents avaient ils avaient encore le vinyle, la platine vinyle. Oui. Et ils avaient toute une grande chaîne Pathé Marconi en fait que j'ai bousillé parce que Le moi, je truc suis en un seul élément comme Ouais, ça. c'est ça. Je vois le Et truc. j'ai tellement démonté le truc. Et les cassettes n'enregistraient pas à la même vitesse. C'est-à-dire que quand j'enregistrais une cassette sur une chaîne UFI que je m'étais payé un truc à pas cher Ouais. et que je l'ai passé là-dedans, c'était beaucoup plus rapide. Le son était plus aigu. C'est parce que le moteur commençait à C'était- vieillir. non, Il y en avait ce ouais, problème. c'est sûrement. Avec Ouais. quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ça tourne plus. Il y a plus de. Il leur manque sur la tête du vinyle. Vous savez, comment ça Le s'appelle saphir. Ouais, le saphir. Le saphir. Et toi, mon petit Azertov? Eh ben, moi, j'ai connu la fin des cassettes et le début des CD. Donc, c'est à peu près la même expérience que Nemo. Sans le côté enregistreur, parce que moi, j'avais pas ça. T'avais pas le. C'est-à-dire que quand les cassettes sont décédées, on a eu des CD. C'est magnifique. Je suis pas sûr. Tadountz. C'est là où on voit que c'est pas écrit. Le truc, c'est que tous les supports sont en train de disparaître petit à petit et Ouais. reviennent les uns après les autres. Ouais. Donc on attend le retour du CD avec pas tellement d'impatience. Mais tu sais que la taxe pour copie privée existe toujours. Eh oui. D'ailleurs, moi quand j'étais petit, le premier jeu vidéo que j'ai eu, c'était une console Pong. Eh ouais, j'ai le même âge que le jeu. Qu'on branchait à l'arrière sur la cape d'antenne. Il fallait tourner, le chercheur de chaîne jusqu'à trouver le bon canal. Et on jouait là-dessus. Et évidemment, à l'époque, tout le monde nous disait éloignez-vous de la télé, ça abîme les yeux. Et laissez pas trop longtemps, ça abîme la télé. Oui. On te le dit Ça encore, n'a tout pas ça tellement changé. Ils viennent plus chez toi pour Ils te viennent dire. plus chez toi pour te le dire, mais... Alors voilà, moi les premiers jeux que j'ai eus c'était Pong et aussi une série de jeux qui ressemblaient tout à fait au Pong, puisqu'il y avait la pelote basque, les deux raquettes, c'était la même chose, c'était deux raquettes et du même côté.
On pouvait jouer à 4 avec 4 raquettes, C'est à 2 avec un 4 rack raquettes. sur la console que tu... Voilà, C'est ça, c'était ouais. des interrupteurs rack sur Ouais. les consoles. Et quand tu mettais entre les deux, t'avais un mix un peu bizarre. T'arrivais parfois à faire Et des pas de des réglage bugs à de l'écran. volume, c'est la console qui faisait le son. C'est ça. Et ça passait par comme si c'était une chaîne de télé en fait. Ouais. Et ben moi, Et mon toi, père quand t'étais s'était acheté petit ça, il me l'a filé, mais ma première console c'était la NES. La NES. Ah oui, Pas déjà. la NES, hein. Ouais. mais la C'était un peu console. un animal de Un petite animal, taille voilà. féminin. Non, c'était vraiment la console de D'accord. jeu. Et je me souviens qu'à l'époque, j'étais déjà très prétentieux. J'avais dit à mes parents, avec mon frangin, évidemment, on va vous foutre une rouste. On l'a eu à Noël, il s'était entraîné pendant 2 mois avant. Ah, parce qu'il Ils l'avait nous caché. ont maravé la gueule. Putain, plus jamais. Et toi, Nemo, ta première console, ton premier jeu vidéo? Ben, mes parents devaient trouver que la NES c'était super, du coup ils m'ont payé une Super NES. Magnifique. Vous n'êtes pas obligé de faire Slow des jeux de clap. mots. Hein non, je reste. Non, ils m'ont payé une Super NES que j'avais vue chez un cousin qui n'est pas celui qui est là, mais qui est un autre cousin qui avait la Super NES avec tous les Super Mario World et compagnie. Et j'avais trouvé ça tellement génial. Je crois que j'avais été hypnotisé devant ce truc. À Noël, j'ai reçu, je fais, ah et tout. Et puis après, j'avais les Donkey Kong Country et tout. Mais bon, j'ai pas changé par rapport à cette époque-là, mais en fait, ils me confisquaient la console parce que j'étais de trop mauvaise humeur devant. Non, mais moi c'était vraiment la Super NES. Et à un moment donné, je vivais à la campagne, quoi. Donc du coup, j'avais l'impression qu'il y avait que ça qui existait. Je savais même pas que Sega c'était possible en fait. Parce que comme j'avais pas le droit de regarder TF1 M6, j'avais pas les pubs. Et voilà. Et du coup, pour moi, le jeu vidéo, c'était Nintendo. Il y avait rien d'autre. D'accord. C'était toi le petit garçon avec sa N64? Non, la Nintendo 64, c'était pas moi. Non, alors pour le fun fact, la N64, je l'ai jamais eu parce que j'avais demandé la PlayStation pour avoir Crash Bandicoot 2. Eh oui. T'as tellement raison. Putain. Moi, la première console, Ouais. c'était la Game Boy. Ah, pas mal. C'était celle de ma sœur. La Game Boy. La Game Boy. Et je vous emmerde. Écoutez, vous l'avez pas vu, la sienne? Ouais, l'assiette c'était une Voilà. La sienne, c'était une fille. Applaudissements des gens qui orthographient mal le Game Boy. J'ai eu ça et le premier jeu vraiment auquel j'ai joué, je crois que ça va être un Adibou sur MS-DOS. Oh merde, quelle horreur. Ça Sur commence PC. mal. Mais c'est le truc où tu passes ton après-midi à faire des dessins, des coloriages et tout. C'est depuis ce temps-là. Ah, c'est vieux, hein, c'est C'est 95. hein. Regarde, C'est vieux, C'est vieux, non, mais 95. sérieux. si tu regardes dans le public, 95, j'étais déjà à la retraite. si tu regardes dans le public, on parlait de vieux, il y a Cobal qui fait un truc qu'on dirait à Dibou, hein, il dessine. C'est vrai. Il a l'âge. C'est toi. Ah ouais. je sens que je vais avoir plus qu'un double menton. Eh ben, ah oui, alors moi, il y a- Il me regarde avec un air. Encore un ou pas? oui, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant, on encore dirait un qu'il veut que je le chope dans Ouais, l'allée. Enfin, J'en ai encore un, ça on a le temps. Vas-y, je sais pas. Vite fait. Ah oui, alors moi, il y a un truc, je sais pas si c'était comme ça quand j'étais petit, mais moi, c'était la voiture, c'est pas du tout le même truc. C'est-à-dire que tout le monde fumait dans la voiture à l'époque. Les ceintures à l'arrière, déjà à l'avant, c'était pas souvent. Les airbags, ça n'existait pas. Qu'est-ce qu'il y avait encore de différent? Il y avait des chevaux. Il y avait manivelle. avec le fouet, une manivelle pour démarrer. Non mais ça va pas, non? Ah, je me rappelle que la première bagnole que j'ai connue, c'était une 2 chevaux un petit peu vieille. On voyait la route défiler au sol s'il y avait des trous dans le sol. Et, non, il n'y avait pas de Ouais. coffre à l'avant sur celle-là, je me souviens plus. Non, je crois pas. Et toi, David? Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui est mécanicien, ce qui me fait faire beaucoup d'économies. Mais c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, c'est-à-dire que pendant très longtemps, il a eu une voiture où il était obligé de se garer en arrière dans la cour, de mettre des cales sous les roues et de tourner le volant au maximum parce qu'il n'y avait plus de frein. Les portières tenaient avec, je crois, une vis, juste pour pouvoir les ouvrir, en fait. Ah ouais, la vache. Et un jour, j'ai souvenir d'une engueulade entre lui et ma mère qui fait je vais casser la Super 5. Et il en a cassé une, mais une qui était en train de pourrir dans le jardin, tu vois. Mais les bruits faisaient peur quand même. Putain, il casse vraiment. Ah oui, la d'accord, bagnole. pour se calmer, il allait péter la Super 5. Il en a 3 dans le jardin en ce moment qui Ah, c'est poussent. juste pour au cas où. Oui. En fait, c'est les niveaux bonus de Street Fighter. Je vois. Et toi, Zertov, toi? Moi, mes parents, ils avaient. Ma mère avait une R5, je crois. Ah, c'était celle-ci. Non. Non. C'est là qu'il a été cassé. Et bon, c'était une petite voiture. Est-ce que tu avais déjà les airbags à l'époque quand tu étais petit? Est-ce que tu as eu un accident je Ou sais ta pas. copine? Tu parles de sa mère. Ouais, elle avait des airbags. Oui. Oui, non, mais il y avait tout, même les ceintures, parce qu'à cette époque-là, justement, il y avait beaucoup de la mise en place de la sécurité avec les ceintures. Ah, ça pour commençait tout le déjà monde. pour les ceintures à l'arrière, toi? Même à l'avant, tout le monde devait avoir à la l'avant, oui, ceinture. je sais Je sais pas en quelle année. Avant. Avant,
Les ceintures avant, c'était avant, les ceintures à l'arrière. Oui, mais C'est après. tout le monde devait les mettre. D'accord. C'était ça. Et les gamins à l'avant? Non, tu sais plus. Non, tu... Non, bien. D'accord. Et Nemo? Eh bien, j'en ai foutrement aucune idée parce que je ne Tu m'intéresse n'as pas. jamais été petit en voiture. Non, mais c'est pas ça, parce que je m'intéresse pas du tout aux voitures et donc je n'ai aucune idée de ce qu'ils avaient. Probablement une Renault, puisqu'ils achètent toujours une Renault, ils ont autant la passion que moi des voitures. J'avais la ceinture à l'arrière, ça j'en étais sûr, mais toujours. Est-ce que vous vous souvenez des limitations de vitesse? Parce que moi, je me rappelle des bandes 210 sur l'autoroute. Aucune foutue idée. Malgré qu'il y ait des limitations, mais il y a tellement peu de contrôle. Aucune foutue idée. Non, on ne se souvenait plus de tout ça. J'ai juste souvenir qu'une fois, c'était le début, je crois, des contrôles d'alcoolémie, ou je sais pas comment c'est qu'ils ont commencé à vraiment faire les contrôles d'alcoolémie. On revenait le dimanche soir, dimanche midi ou je sais pas quoi, et il y a le flic qui arrête ma mère, et ma mère, il lui demande vous avez bu, elle fait non, il fait ok, passez. Ah bah voilà. Voilà. Bon, sinon, quand j'étais petit, je me souviens qu'il y a eu une grande lumière, et j'ai appelé ça le Big Bang. Voilà, ça vous donne un bon exemple de pot de jam. Voilà. Il vous reste 1h40, c'est largement suffisant pour... pense qu'on peut y arriver. voilà. Hein? Non, il y a... Quand j'étais petit, j'étais un Jedi. Le Johnny Pigeon, il nous fait vraiment chier. Comme c'est bizarre. Et bienvenue à l'Odyssée de l'étrange, une émission conceptuelle post-moderne, unique et transcendantale à la fois. Alors sur le plan éthéré aujourd'hui, Arnaud, comment est ta conscience? Ouais, totalement éclairé. Parfait. Pezzo, plutôt physique ou plutôt métaphysique? Pas réveillé. D'accord. Et Hirslo, où en es-tu de ta quête ésotérique de conquête de toi-même? J'y réfléchis toujours. Parfait. Vous l'avez compris, cette émission, c'est une ode à la bizarrerie, un éloge à l'inaccoutumé, un plaidoyer pour la chelouterie. Oui, chelouterie est un mot officiel. Nous allons tour à tour vous présenter une expérience étrange, à commencer par ces t-shirts Paris 2024, somme toute fort étrange, pour une réunion autour du podcast. Et maintenant, les rubriques. Perso? Oui, tu veux que je commence à parler? Alors, Exactement. Il m'est arrivé une aventure très étrange il y a quelques années de ça. J'avais décidé de prendre un smartphone, un truc, tu vois, pour appeler, lire des vidéos, aller sur Internet, ce genre de choses. Et puis, j'ai fait un choix très étrange. Et j'ai pris un truc avec plein de petites tuiles. Et une expérience qui a été partagée par très peu de monde, tu vois, quelque chose qui restait très, très intimiste. Très... Effectivement. Et donc, tu vois, ça a commencé en 2010, et puis j'ai pas réussi encore à me détacher de cette expérience. C'est quelque chose d'assez transcendantal, comme tu disais tout à l'heure, mais j'ai pas réussi à le partager, tu vois. On est resté sur quelque chose d'assez intérieur, une expérience complètement intérieure. Est-ce que c'est une expérience qui a un nom, ou est-ce que c'est complètement conceptuel? Je crois qu'on pourrait l'appeler lifestyle. Lifestyle. Voilà. Très bien. Voilà. Mais donc j'essaie de m'en séparer de cette étrange habitude, Addiction. mais j'y arrive toujours pas. Voilà. Oui, de tout cœur avec toi. Merci. On t'accompagne. Mes dans condoléances. ce dur combat. Je sais, c'est dur. On se sent différent. Merci pour ce témoignage, Hirslo. Avec Arnaud, plaisir. une expérience inaccoutumée peut-être? Alors, une expérience que j'ai pas vécue, mais... C'est toujours les meilleurs. Pas encore vécue, mais qu'on pourra tous partager. Si vous réservez votre 31 décembre 2020, mais alors réservez votre 31, la nuit du 31 décembre 2020 au 31 janvier 2021. Parce qu'en fait, je vous invite à la diffusion du film le plus long du monde. Ça c'est une expérience étrange. C'est un Suédois qui s'appelle Hirslo, il est Anders libre. Weberg. Hirslo est libre pour le 31 décembre 2020. Ouais, non, c'est bon. C'est bon. J'ai une tuile de libre. Désolé, j'ai piscine. Tu nages longtemps. Et donc pendant 30 jours, parce que c'est un film de 720 heures,
C'est un film de 720 heures. On est en train d'en diffuser La bande-annonce. la bande-annonce qui est en fait le teaser le plus long du monde. Puisqu'il fait normalement 7h20 et la version que je vous passe là est une version qui passe en accéléré sur 7 minutes. Ça vous donne une idée du rythme, ne serait-ce que de la bande-annonce. Et ce film s'appelle Ambiancé. Alors on croirait un titre de Magic System, mais non. Mais non, c'est le nom de cette expérience. Et en fait, il y a déjà eu un teaser de 72 minutes en 2014. En 2016 est sortie cette bande-annonce de 7h20, ici en accéléré, ce qui en fait déjà la bande-annonce la plus longue de l'histoire du cinéma. Et puis il y aura un teaser, alors préparez-vous, parce que ça peut être une première expérience. Il y a le teaser de 72 heures qui sort en 2018. Et puis effectivement pour cette diffusion ensuite de 720 heures, pendant une durée relativement limitée normalement, et ensuite le film sera détruit, ce qui en fera vraiment une étrange expérience. Donc voilà, Ambiancé d'Anders Weberg. Je sais pas, ça vous tente les gars comme expérience Complètement, ça doit être totalement trippant. Je pense. Ouais. Voilà. C'est ça, pour Pod de Rennes 2020. C'est ça. J'avoue que je suis moyen chaud, mais... Moi je suis brûlant. Moi. Et la taille, c'est pas toujours ce qui compte. On va parler de quelque chose, du coup, non, si, ça compte. On va parler d'un truc encore plus long. Ouais, j'ai décidé d'être un peu puéril et de partir dans la facilité de... C'est moi qui est la plus grosse. La plus longue en tout cas. Je vais vous parler de la chanson la plus longue de l'histoire, qui est aussi une expérience assez particulière, qui a été composée par John Cage. John Cage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un musicologue qui a écrit 4 minutes 33, qui correspond à 4 minutes 33 de silence. C'est la seule chanson que j'ai jouée bien parfait. Tu peux le faire en me ou... Des me silencieux, c'est bien. Je comprends pas, personne n'y lève la main, quoi. Alors, cette chanson s'appelle Organe au carré / ASLSP. Donc en fait, ça veut dire organe au carré as low as possible. Donc elle a été composée en 1987 pour un orgue. Sa durée de base est estimée entre 20 et 70 minutes. Mais elle est ralentie au possible pour atteindre une durée de 639 ans. Faut savoir, si vous voulez écouter un extrait, je vais vous faire écouter après, mais elle est actuellement jouée à l'église Saint-Burchardi, désolé pour la prononciation, à Halberstadt, en Allemagne, encore eux. Ça s'arrête pas. Donc voilà, donc en fait elle a été commencée le 5 septembre 2001 pour se finir le 5 septembre 2640. Donc elle commence par 3 ans de silence, donc le 5 septembre 2001, pour le 5 juillet 2004 passer sur une note, puis le 5 juillet 2005 sur une autre, puis le 6 janvier 2006 encore sur une autre, etc. jusqu'à... Enfin, Wikipédia, ils n'ont pas fait tout jusqu'à 2640, c'est dommage. Du coup, si on peut baisser un peu la musique, je vais jouer mon ingénieur du son en mode RVLT. En attendant, je vais faire le début à la bouche, vu que c'est 3 ans de silence. Merde. Ah mais le silence, on entend peu quand même. « 639 ans. Ça va être long. C'est vraiment expérimental, quoi. On se donne rendez-vous à la fin. Ouais. Je sais pas du tout. Mais ce qui est cool, ce qui est sûr, c'est qu'il verra jamais la fin de sa chanson, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Ça se trouve, ils vont bâcler le final en mode rien à foutre. Tu préfères écouter ça pendant 640 ans ou Ozone de Racosta Dintei? Très clairement ça, quoi. Ouais. D'accord. Ou Magic System. Ce qui serait bien, c'est de regarder Ambiancé en écoutant ça. Ouais, de ouf. Mais il faudrait caler la musique et la vidéo. Ouais, là, c'est en chair, c'est pas toujours bon, tu vois. Alors rappelez-moi de ne pas aller chez vous si vous m'invitez. On s'amuse bien. Et moi je vais complètement sortir du thème. Pour ma part, on va parler d'un festival qui a été élu festival le plus bizarre au monde par un panel d'experts composé uniquement par moi-même. Donc j'ai nommé le Burning Man. Pour les mordus de Malcolm qui ont vu l'épisode qui est consacré, ce festival il existe vraiment.
Et pour résumer, c'est un festival situé dans une ville temporaire en plein désert du Nevada. Tous les festivaliers sont aussi participants actifs du festival. Et du coup, chacun ramène un peu l'activité qu'il a envie de voir là-bas. Par exemple, l'année dernière, il y avait des gens qui avaient construit une pyramide de 20 mètres de haut et qui offraient des séances de relaxation à l'intérieur. Il y avait des gens qui avaient ramené une carcasse de 747 et qui proposaient une séance de vol au sol. Il y a aussi un gars qui propose des vols d'avion, tout ça. Bien sûr, moult bars et scènes de concert. Tout ça offert par la communauté dans une utopie désertique et poétique du plus bel effet. Si on devait résumer l'immense fête foraine poussiéreuse qu'est le Burning Man, on pourrait dire que c'est un peu l'apocalypse, mais en fun. Voilà, chers compagnons de l'étrange, l'émission touche à sa fin, sur un plan physique évidemment, mais vivra à tout jamais dans les limbes des tréfonds sauvages de l'Internet. Et comme on dit chez nous... Bonjour. Des histoires rigoureusement vraies, des faits étranges, avec Dr Zaius, bonjour, Otak, bonjour, et Gilgamesh. Bonjour. Épisode spécial Podren, c'est Stranger Things. Dr Zaius, tu as vécu dans les Ardennes. Dr Zaius, tu as vécu dans les Ardennes. Pas exactement en fait, c'est ma famille est originaire des Ardennes. J'y ai jamais vécu, mais j'y ai passé pas mal de temps quand j'étais gamin. Mais je te laisse continuer. Et je crois que tu as vécu une expérience particulière. Ouais, effectivement, j'ai vécu une expérience un petit peu étrange, en même temps c'est le thème du podcast. Donc en fait j'ai un de mes oncles qui vit dans vraiment un petit bled, hein, imaginez la Tierra chardonnaise, donc voilà, c'est très vallonné, mais c'est aussi c'est la diagonale du vide, hein, y a pas beaucoup d'habitants, c'est un tout petit village, c'est quelques maisons qui sont agglutinées autour d'une église fortifiée, parce que c'est aussi une des caractéristiques de la région, il y a pas mal d'églises fortifiées, parce que c'est quand même c'est une zone frontalière, donc il y a eu quand même pas mal de chapates quoi là-bas. Et donc j'étais à une réunion de famille, on était dans la petite salle des fêtes du village qui est en dessous d'une ferme fortifiée qui domine le village, parce que bon, pareil, c'est pas un château, mais encore une fois on sent qu'il y a un passé un peu guerrier, un peu violent. Et donc j'étais avec mon meilleur ami mon meilleur ami de l'époque, et c'était pas incongru du tout qu'il soit là, parce qu'il connaissait bien la famille, on était très proches. Mais c'était la première fois qu'il allait dans ce village, et moi je voulais absolument lui montrer le cimetière, parce que donc il y avait un cimetière particularité qui n'était pas dans le village, qui était un peu en dehors, fallait marcher 400-500 mètres en dehors du village, le long d'une petite route. Le genre de route où si tu croises une voiture, t'es un peu emmerdé, quoi. T'es obligé de te mettre dans le bas-côté pour la laisser passer. On peut pas passer à deux. Et ouais, moi je voulais lui montrer ce cimetière, parce que ce cimetière était quasiment à l'état de semi-abandon, on va dire. Je pense pas qu'il y ait de tombes plus récentes que le milieu du XXe siècle. Et je voulais lui montrer parce que déjà il y avait des tombes qui étaient complètement à l'abandon, et des fois quand il pleuvait fort, il y avait même des bouts d'os des fois qui remontaient. Et je voulais absolument lui montrer parce qu'il y avait une tombe, moi qui m'a toujours fait halluciner. Il y avait une tombe d'enfant sur laquelle il était gravé « Tué par les Boches ». En fait, la tombe datait de la Première Guerre mondiale, c'était gravé « Tué par les Boches », mais ça avait été fait par un marbrier, quoi. C'était fait avec marteau, burin, un truc. Encore les Allemands. Enfin, bref, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, vivant moi-même en zone frontalière. Donc ouais, je voulais lui montrer ça, parce que même moi en fait, à chaque fois, même encore maintenant, si j'y retourne et que je regarde la tombe, j'ai toujours du mal à y croire, et un truc pareil. Enfin, je veux lui montrer, et il se trouve que donc cette nuit-là, c'était une fête de famille, c'était la nuit, et ça devait être la pleine lune. En tout cas, il y avait pas d'éclairage, mais on y voyait bien, quoi. Et on a décidé d'y aller de nuit. On a fait un peu les bonhommes. Il y a un de mes cousins qui avait mon âge, qui était en mode vous auriez pas les couilles d'y aller et tout. On a fait un peu on a fait les braves. Donc on a commencé à marcher le long
le long de cette petite route. Hein, on est passé près du monument aux morts, pareil de 14-18. Fallait passer devant un calvaire avec une croix en fer toute rouillée. Et par contre, là, on a une espèce de retour. Et donc, ouais, au fur et à mesure qu'on s'approchait du cimetière, notre pas était de moins en moins assuré. Faut le reconnaître. On avait, ce que j'ai pas précisé, on devait avoir 13-14 ans. C'était voilà, milieu des années 90. Il y avait eu l'émission Mystère, tout ça. Donc on était un peu dans ce délire-là, quoi. Et donc, ouais, plus on approchait du cimetière et moins on était fiers. Et puis donc, il fallait ouvrir une porte, voilà, une espèce de portail en fer tout rouillé comme ça. On a un peu galéré à ouvrir. Et quand enfin on est rentré dans le cimetière, qu'on a commencé à faire quelques pas dedans, il y a un cri qui a déchiré la nuit. Et en fait, ce cri, c'était... Enfin, en fait, il y avait une vache dans le cimetière. Et donc, on est parti en courant. Voilà, on est parti en courant. On a eu la peur de notre vie. Et on a couru sur quelques centaines de mètres. Après, on a repris nos esprits, on a éclaté de rire, mais on n'y est quand même pas retourné. Oui, très étrange en effet. Otak. C'est moi-même. Vous aussi, vous venez de l'Est. Oui, exact. D'une contrée perdue, reculée. Oh oui. Inconnue de tous. Oh, hélas, tant mieux pour eux. De Joinville. Oh, mais pas que d'y repenser. Pas Joinville-le-Pont, non. En Haute-Marne. Ah, mon Dieu. Les souvenirs reviennent. Je dois devoir raconter ma terrible histoire qui m'est arrivée lors de mes 12 ans, à peu près. Je vous donne le contexte. À ce moment-là, je vivais donc en Haute-Marne, à Joinville, célèbre ville connue pour son inactivité totale et ses chats miaulant le soir, à côté du cimetière, là où était la maison de mes parents. Et quand je dis à côté, imaginez que j'avais ma chambre avec fenêtre, avec vue sur le cimetière, ce qui est toujours très très bon, très très bonne ambiance. Mais là où on peut rajouter un petit délice en plus, c'est que non seulement j'étais avec cette vue, mais mes parents étaient dans les pompes funèbres tous les deux. Donc cercueil, fleurs, crématorium non loin, quelle bonne ambiance, me direz-vous. C'est alors qu'un jour, mes parents s'absentèrent pour aller au restaurant, sûrement pour laisser leur fils indigne un peu sur le côté. Sûrement aussi pour ça. À ce moment-là, je me retrouve donc seul à la maison et je décide de les attendre et de manger tout seul, puisque ma mère m'avait quand même laissé de quoi manger, faut pas déconner. Mais voilà, au bout d'un moment, mes parents n'ayant pas l'habitude de revenir très tard le soir, et je rappelle que j'étais jeune, il devait être à peu près vers 21h30, quand je me rends compte tout d'un coup que, bon, ça commence à faire un petit peu long. Alors, je décide de descendre pour voir par la fenêtre du magasin de ma mère, car le magasin était en bas de la maison, si je pouvais les apercevoir arriver par la route. En arrivant en bas, en commençant à descendre, j'entends un énorme bruit, genre, attention, j'imite du mieux que je peux. Sur le coup, je fais, y a quelqu'un, du haut de mes 12 ans, très viril, très courageux, je entends un gros... Sur le coup, je fais OK, je commence à reculer, je referme la porte qui mène en haut, et je commence à essayer de me raisonner, je me dis non, c'est complètement ridicule, il n'y a pas de bruit, ou tu t'es imaginé quelque chose. Alors, je décide de prendre une arme et de descendre. Attention, je précise, l'arme était quand même incroyable, c'est une sorte de vieux bâton en plastique pour fermer les stores du magasin, c'est incroyable. Premier truc qui tombe sous la main, t'as 12 ans, tu cherches pas. Je décide donc de rouvrir la porte et de redescendre. Je redemande s'il y a quelqu'un. Aucune réponse, rien du tout, pas un bruit. Je m'avance alors, descends les escaliers. Quand j'arrive à mi-parcours, je entends... Je commence à flipper grave et je me décide à me ruer en bas des escaliers en gueulant genre... Ah, j'allume les lumières, je me retourne, je ne vois rien du tout. Quand tout à coup, juste sur ma droite, au niveau des toilettes, je les vois en train de déborder, en fait, il y avait une fuite, voilà. La fosse septique avait lâché et ça faisait un bruit pas possible. C'était traumatisant. Je ne sais pas si on pourra trouver pire.
Je ne sais pas non plus. Peut-être en partant encore plus dans l'Est, en Extrême-Orient. N'est-ce pas, Gilgamesh? Gilgamesh, ouais. Ouais, en Est, l'Extrême-Orient, l'exotisme, le Japon. Le Japon, y a-t-il plus à l'Est, mon cher Zafeu? Je ne pense pas. En tout cas, il y a... Je pense qu'on peut aussi y arriver par l'Ouest. C'est vrai. La Terre est pas plate? On peut arriver à pied par la Chine aussi. Je pensais que la Terre était plate. Encore un autre mystère à résoudre, chers collègues. On en apprend tous les jours. Japon, the year is... je suis nul en anglais, désolé. Bon. C'était 2010, donc il y a 8 ans bientôt. C'était en été. Été caniculaire, hein, le Japon, ces saisons fortement marquées, la mousson, etc., blablabla, voilà, pays de voyage. La forêt d'Aokigahara, un nom à dormir debout, ou coucher dehors, ce que je faisais. Donc j'étais en mode backpack dans la forêt donc des pendus, hein, si vous ne connaissez pas. Il y a un film sur Netflix d'ailleurs qui s'appelle La forêt, que je ne vous conseille pas. Donc écoutez plutôt cette story, elle est meilleure. Je couchais donc dehors et j'avais décidé d'entreprendre un espèce de parcours initiatique suivant un ancien tracé religieux shinto, donc la religion endémique au Japon. Religion très marquée par des rituels, des sacrifices, des choses un peu glauques, un peu bressons comme on dit à Paris, pas comme on dit ici. Et il s'avère que ce parcours était totalement interdit par les lois japonaises. Or, du haut de mes 20 ans, je me disais, bon, on s'en bat les couilles un peu, quoi. On va y aller. J'y suis allé, je l'ai fait. Et je me suis mis à... Enfin, j'ai marché toute la journée, donc j'étais éreinté. Et je me suis allongé près d'un rocher saillant. J'ai installé ma tente, mon sac de couchage, et je me suis endormi à la musique du vent dans les pins. Et ça, alors ouais, c'est pas la musique des vents dans les pins, ça. C'est ça que j'ai commencé à entendre en fait au milieu de la nuit, je ne saurais pas dire à quelle heure, mais ça m'a réveillé brutalement. Je me disais peut-être que c'est la fatigue qui me fait je sais pas ce qu'il y avait dans le ramen, ou voilà, bref, peut-être des shiitake, des champignons hallucinogènes. Mais je me disais, bon là j'entends bien ce truc-là, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester là, ça se trouve, je vais perdre la vie maintenant ici, en ce lieu, quoi, maudit. Je me décide à sortir. Et là, j'aperçois une silhouette. La musique se fait de plus en plus forte. Hein. Alors ça, c'est un chant du Shugendo. C'est un chant mystique japonais qu'on peut peu ou pas entendre au Japon, si ce n'est dans les monastères très reculés. Je me disais, là, c'est un peu bizarre cette affaire. Et je vois une silhouette donc sur le rocher. Une immense silhouette, environ 3 mètres de haut, avec des habits déchirés, comme un peu une créature d'un autre monde. Et à la vue de cette horreur, je me suis dit, bon, c'est peut-être mon esprit qui me joue des tours, donc je retourne me coucher. Jette un dé de 10. Jette un dé de 10. Et je décide de me recoucher, voilà. J'avais très envie de faire pipi, mais j'ai laissé tomber. J'ai littéralement laissé tomber. Voilà. Attention, il faisait froid. Donc, bref, je crois qu'on peut tout dire ici. Hein. C'est le cas de le dire, tu peux te le lâcher. Ok. Et donc j'ai décidé de me recoucher comme si de rien n'était. Donc seconde nuit, je décide quand même de rester sur place et de dormir. Je me dis peut-être qu'aujourd'hui ça ira mieux. Voilà, je suis allé un peu me désaltérer au ruisseau à côté et je retourne me coucher. Je réentends ce chant maléfique. Et là, pour le coup, je sors et il n'y a personne. Donc noir complet, total. Histoire vraie. Je décide de me recoucher une fois de plus. Le lendemain matin, je me réveille. Je sors. Je monte sur le rocher saillant. Et au bout de ce rocher, je trouve des haillons. Comme des habits un peu de Rasta. Un peu. Voilà, des habits. Je veux pas blesser la sensibilité des gens, mais voilà, c'était la peur, c'est l'émotion. Et quand j'y repense, je me dis, ouais, peut-être était-ce vrai? Les amis, je ne sais pas.
Peut-être qu'à Rennes, je suis venu chercher des réponses, mais bon, j'ai pas encore trouvé. Mais bon. Merci Gilgamesh. Je vous en prie. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. C'était l'épisode spécial de Stranger Things. À bientôt. Au revoir. Est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air. Bonjour à tous, bienvenue à ce premier épisode de Contre-Enquête. Contre-Enquête, c'est un nouveau podcast, un concept que nous lançons aujourd'hui à Podren. L'idée de Contre-Enquête, c'est d'un peu réouvrir les dossiers du passé, réouvrir les dossiers de notre enfance. L'idée, c'est un peu de revoir un petit peu avec notre vision, nos critères, notre environnement d'aujourd'hui, comment étaient les choses qui nous ont marqués quand nous étions petits. Voilà. Donc, nous allons présenter un peu nos témoignages ici autour de la table. Et face à ces témoignages, notre contre-enquêteur en chef, le commandant JB, va peut-être un petit peu venir mettre en perspective un petit peu ce qui nous a marqué. Peut-être validera-t-il ces expériences, ou peut-être que simplement il dira que c'était de la merde et que on a construit toute notre vie sur une erreur. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée. Et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Noé qui va nous expliquer un petit peu l'expérience qui l'a marqué, en quoi il y a eu un avant et un après cette expérience. Alors moi je vais vous parler d'un jeu, pas n'importe lequel, je pense qu'à peu près tout le monde le connaît, tout le monde y a joué. C'est Ocarina of Time. Alors moi c'est un pote à moi qui avait ramené sa Nintendo 64 dans ma maison avec le jeu. Et là je me souviens, quand on a lancé la console, c'était vraiment le choc. Tu pouvais te balader dans un monde immense, je me souviens on se baladait la nuit, il y a des petits squelettes qui sortaient de la terre et puis on pouvait leur taper dessus. Moi j'avais jamais vu ça, c'était une sensation de liberté absolument totale dans un monde immense. Alors ni une ni deux, je demande à mes parents de m'acheter une Nintendo 64, ce à quoi ils m'ont répondu c'est mort, tu te la payes tout seul. Du coup j'étais un peu petit pour travailler, j'avais à peu près 6 ans à l'époque, j'avais pas non plus pour projet de déménager en Chine, je voulais vraiment jouer à la Nintendo, pas la construire, et du coup j'ai réussi en fait un repas de famille à racketter à peu près l'ensemble des convives, et j'ai pu me payer ma Nintendo en France, c'est une histoire vraie. Du coup, une fois la console acquise avec le fameux Ocarina of Time, Zelda, comme on l'appelait à l'époque, c'était Zelda, j'ai enfin pu me plonger dans l'aventure et là, tout était parfait. Alors, il y avait juste cet enculé de Mido qui m'empêchait d'aller voir l'arbre Mojo et ça m'a pris à peu près 2 ans pour trouver l'épée Kokiri qui en fait était dans un labyrinthe derrière. Mais j'y suis arrivé. Une fois que j'ai trouvé l'épée, j'ai pu aller niquer la gueule de Goma et puis je suis pu sortir du village et rentrer dans la fameuse plaine d'Hyrule que j'avais dans mes souvenirs et que j'avais tellement hâte de découvrir. Et là, encore un nouveau choc, un monde immense, immense de chez immense, et on pouvait faire ce qu'on voulait. On pouvait explorer, on pouvait aller traîner au ranch Lonlon, on pouvait nager dans l'eau, on pouvait faire vraiment plein de trucs. Et moi, j'avais l'impression que le contenu du jeu, il était complètement illimité, que c'était un monde persistant presque. Quand j'éteignais la console, ça continuait quand même de vivre là-dedans. Il y avait tellement de personnages différents, tellement de choses à faire. Alors, je pourrais vous en parler des heures, mais je vais faire court. Ma seule petite expérience négative, je me souviens, ça m'a un peu marqué, surtout quand t'as 6-7 ans, c'est j'étais allé taper des poules au ranch Lonlon. Et franchement, je vous avoue, je m'y attendais pas. Il y a tout le poulailler qui est arrivé sur moi et qui m'a tué. Et ça, c'est super violent. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire alors que le jeu était super mignon. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment du positif. Les donjons, la princesse Zelda, la sensation de liberté, l'univers. Pour moi, c'était un peu en fait comme le Seigneur des Anneaux. Je découvrais ça au même moment en jeu. C'était vraiment à peu près le même genre de sensation que je pouvais ressentir. Et les graphismes étaient complètement magnifiques, quoi. Je me disais, mais comment est-ce qu'on pourra faire des graphismes mieux que ça? Enfin, sinon, on jouera à des films, c'est pas possible. Donc voilà, j'y reviens en tout cas chaque année avec grand plaisir. Donc, mon cher contre-enquêteur, voilà, quand même, c'est vrai que il l'a quand même défendu. On sent que ça l'a marqué quand même. Il y a eu un avant et un après. Là, ça se sent. Un après, c'est clair. Est-ce que c'est une expérience qui vous paraît à valider? De nos jours, on peut se poser la question, c'est justement, est-ce que ce jeu a su rester dans le temps? Je pense malgré tout que Ocarina of Time, c'est un jeu qui reste assez intemporel. Et c'est pas parce qu'il est intemporel qu'il est bon non plus. Il faut se dire ça. Parce que s'il était mauvais à l'époque, il va être mauvais aujourd'hui. On va pas aller jusque-là, mais c'est une possibilité. Non, mais quand on parle d'intemporalité, je pense aussi c'est ton regard par rapport à ce jeu.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu reproduis un peu les mêmes schémas, voire même les mêmes erreurs? C'est-à-dire, je t'entends parler, tu nous dis, t'es au repas de famille, tu raquettes tout le monde comme ça. On a tous vu ton Patreon pour ta Switch. N'hésitez pas à donner. Après, tu nous parles d'un monde immense où les possibilités sont illimitées. Il faut dire ce qu'il y a. À l'époque, non, malgré tout, tu étais limité par le choix, par la zone. À l'époque, ça pouvait se vouloir grand, mais maintenant, aujourd'hui, tu vois le truc, tu vois la map, tu regardes ton guide officiel, tu te rends compte, ah oui, finalement, c'est peut-être pas si grand que ça. Non, en fait, c'est tout petit maintenant par rapport à tout ce qui sort. En fait, c'est pareil. Tu te dis, mais au final, tu passes ta vie dans les donjons, tu tournes un peu en rond, surtout le temple de l'eau. Pas oublier le temple de l'eau non plus. Enfoiré de temple de l'eau. Merci à jeuxvideo.com. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, si t'aimes bien tourner en rond et encore dans le même but, j'ai un sponsor pour toi, ça s'appelle Paris 2024. Tu feras les tours de piste, ce sera un peu pareil. Félicitations, je t'offre un t-shirt Paris 2024, Merci. Complètement gratuit à Podren. Donc c'est plus une Madeleine de Proust que vraiment selon vous, contre-enquêteur? Madeleine de Proust, non, faut dire ce qui est le jeu est bien, mais bon, quand t'aimes vraiment souffrir dans des donjons, aujourd'hui t'as d'autres possibilités, tu peux encore reproduire le même schéma, je pense. Très bien. Merci. J'ai une adresse pour ça, si tu veux d'ailleurs. Après cette première expérience qui était plutôt axée sur une bascule vidéoludique, là on va parler avec Louis d'une autre expérience plutôt orientée cinéma. Cette fois-ci, tu as eu un moment dans ta vie où quelque chose a changé, quelque chose a basculé, et c'est un film que tu vas nous présenter. Ouais, ça a fait un peu déclic dans ma tête. Alors moi, je vais vous présenter aujourd'hui le film Hook. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aussi appelé La Revanche du Capitaine Crochet. Donc c'est sorti en 91, c'est réalisé par Spielberg, et le compositeur c'est John Williams, donc très très belle musique. Et du coup moi ça m'a un peu marqué, même beaucoup, parce qu'en fait pour deux raisons principales. Peter Browning, donc c'est l'acteur qui incarne Peter Pan, est un homme de la quarantaine d'années, très pris par son travail, avec une femme et 2 enfants, et qui voit très peu sa famille, qui passe son temps dans son entreprise à gérer des contrats et tout ça. Et en fait, il va se rendre compte que sa famille en a le cul, quoi. Elle peut pas passer de temps avec lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à moi, c'est que Robin Williams, donc l'acteur de Peter Browning, est le sosie de mon père au même âge. Et mon père était très très pris par le travail au même âge. Et je le voyais une fois par semaine, même pas, il était toujours rendu à Paris, tout ça, pour son entreprise. Et au final, quand je regardais ce film, j'avais l'impression que c'était un peu l'histoire de ma famille. Sauf que mon père, c'est pas Peter Pan, c'est un peu moins cool, je sais. Mais, et donc, du coup, Peter Browning, il va se rendre compte que, on va venir le chercher, la fée Clochette va venir le chercher et lui dire qu'il y a des problèmes dans le pays imaginaire et que Capitaine Crochet, il domine et il faut venir lui botter les fesses. Et donc du coup, par rapport à moi, c'est un petit peu, comment dire, je m'identifie à ce film, et surtout en fait au fils de Peter Browning, parce qu'il a 2 enfants, et c'est Jack Browning, ce petit gamin qui rêve juste de voir son père, qui a envie que son père vienne voir ses matchs de baseball et tout ça. Et je me rappelle d'un moment dans le film où il fait le con dans l'avion avec son père, et Peter lui dit mais putain, mais arrête de faire le gamin, quoi. Et son fils lui répond mais je suis un gamin. Et c'est ce que j'ai dit à mon père longtemps après le film. À chaque fois qu'il me disait ça, je disais mais je suis un gamin, papa. Et aujourd'hui, le souvenir que j'en garde, c'est que comme les enfants du pays imaginaire, j'ai pas envie de grandir, et je resterai toujours un gamin. Voilà. Merci. Allez, vas-y, passe après ça maintenant. Suite à cet exposé, est-ce que le film reste un bon film, ou est-ce que c'est plutôt son expérience qui fait de ce film une œuvre particulière? Non mais là, c'est typique des gens qui sont empreints de nostalgie complètement. Je vais te dire, en toute honnêteté, je trouve ça pathétique. C'est justement pour ça que j'ai voulu faire cette émission, parce que je suis désolé. Ça, c'est typiquement quelqu'un qui va se dire tiens, j'ai vu un truc dans mon enfance, et c'est génial, ainsi de suite, je vais revenir dedans. Et tu vois, tu refais un retour en arrière encore et encore, mais il faut arrêter avec ça, là. Ah mais attends, mais ton père c'est Robin Williams et ta mère c'est Maïté, tu vois Joséphine Ange Gardien, tu dis salut tonton Germaine. Robin Williams nous a quittés, et à ce moment-là j'ai eu une grande peine, tu vois. J'avais l'impression de perdre un père à ce moment-là. C'était. Mais c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. C'est pas ta faute.
C'est un appel à l'aide en fait. C'est un appel à l'aide. Et du coup, tu le revois toujours maintenant, ce film Hook Ou est-ce que justement, depuis la mort de Robin Williams, tu fais ton deuil? Ouais, c'est ça. En 2014, je l'ai revu en fait après de longues années et j'ai été scotché avec des grands yeux dans le film. C'était mon enfance. J'ai repensé à Robin Williams. J'ai eu mal. C'était une très très belle expérience et aujourd'hui je le regarde et. Il a pas pris une ride pour toi ou... Non. En plus, les effets spéciaux, la VF m'a toujours fait marrer. Les enfants, j'aime tous les acteurs et qu'est-ce que je voulais dire et non, et c'est beau. Et je continue à le regarder. Et quand on me demande c'est quoi ton film préféré, souvent je dis c'est Le Seigneur des Anneaux ou Hook. Très bien. Non, moi, en toute honnêteté, j'ai jamais vraiment accroché. Ok. Merci beaucoup, Louis. Et la dernière expérience, ça va être la mienne. Donc, une expérience surprise. Une expérience surprise, non, pas vraiment surprise en fait. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à trouver initialement quand on a réfléchi à ça. Et puis, finalement, il y a quelque chose qui s'est posé comme une évidence. Je devais avoir une dizaine d'années peut-être, c'était au début des années 90. À l'époque, j'écoutais de la musique, mais un peu comme un gamin de 10 ans, quoi. Un peu de tout, ce qui passait à la radio, ce qu'écoutaient ses copains, etc. Et puis, en partant au ski, la route étant longue, mes parents me disent, bon bah tiens, t'as un Walkman, parce qu'on avait un Walkman à l'époque, vous choisissez avec ton frère une cassette dans les rayons, et puis voilà, ça va vous occuper pendant tout le trajet, et puis on vous entendra pas, quoi. En gros, c'était un peu ça. Et le hasard a fait que j'ai porté mon regard et mon choix sur AC/DC, Live at Donington Castle. Et ça a été une révélation pour moi, moi qui écoutais la musique vraiment de façon assez easy listening. J'ai fait 10 heures de voiture en écoutant en boucle, toute la semaine en écoutant en boucle ce live d'ACDC. Et ça a été pour moi une autre approche de la musique, où je me suis mis à écouter les instruments un par un, à voir comment les gens jouaient, qu'il y avait une différence entre une basse et une guitare, que la batterie jouait pas tout le temps la même chose, qu'il y avait une vraie volonté derrière. Et j'ai découvert Angus Young, et ça a été la découverte des musiques, je dirais, saturées, et puis la porte qui s'est ouverte pour le rock, le metal, le hard rock et toutes les déclinaisons. Ça fait que maintenant je joue dans un groupe de hard rock metal, que pour le Hellfest, pour l'Entrepode, je couvre le Hellfest et des choses comme ça. Donc la boucle est bouclée, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que il y a vraiment eu un avant et un après, et ça a été cette cassette qui a changé pas mal de choses dans le cours de ma vie. Voilà. Donc j'attends vos arguments. Ah non, c'est très bien. C'est juste que c'est pas de la musique. Mais autre argument. Est-ce que c'est pas un peu toujours pareil à ACDC? Ah, vaste débat. Alors, il y a du vrai, mais pas que. Il y a 3 accords et puis c'est tout, quoi. C'est un peu pareil, mais il y a les arrangements de Malcolm Young qui font que, même dans les mêmes accords, il arrive à trouver de la créativité. C'est vrai qu'on reconnaît ACDC dès les premières notes, dès les premiers accords. Enfin, un riff d'ACDC, ça se reconnaît forcément. Bon, maintenant, c'est pas un peu fini, quoi. C'est un peu fini. Ouais, c'est un peu ACDC. Effectivement. Mais au-delà de ça, cet ACDC, c'est plutôt la porte que ça m'a ouvert vers d'autres mondes. Effectivement, le métal qui est souvent mis dans des carcans. Mais comme toutes les musiques, d'ailleurs, on a souvent tendance à mettre quelques têtes de proue ou bien pour les mettre sur un piédestal, ou pour les utiliser comme exemple comme contre-exemple justement du fait que ça soit de la musique ou non. Mais c'est vrai que voilà, ça a été un déclenchement. Et effectivement, ACDC, je dirais pas que tout est à écouter en boucle, etc. Mais ce live, je continue de l'écouter. Et même en 2018, quand Malcolm Young est mort, il y a quelques mois, je l'ai remis. Et je trouve qu'il n'a pas vieilli, il a toujours la même énergie. Et le Thunderstruck de démarrage, quand il y a toute la foule de Donington Castle qui saute comme ça, et ça me fout encore les poils. Et je pourrais le refaire là dans 5 minutes et ça me fera pareil. Le poil, il est juste là, si tu veux. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de nos petits retours en enfance, notre contre-enquête. Merci, commandant, d'avoir joué ce rôle un petit peu de contradicteur. Contradicteur. Je préfère me voir comme un rétablisseur de vérité. Merci d'avoir détruit mon enfance. Voilà, ça va. Louis, il y a un divan là-bas. Il y a des mouchoirs là-bas. Si tu veux. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et merci à toi d'avoir. Et bonne fin de Podren à tous. Merci.
pour la potion de guérison des plaies, on fait bouillir du sable et des herbes d'un côté, et de l'autre, on fait mariner des racines dans de la bile de renard. Et ben, moi je me suis occupé de la marinade, bon bah ça très bien, c'est fait. Hein. Et puis lui, il s'est occupé de faire bouillir de l'eau, et puis ça lui a pété à la tronche. Je sais pas ce qui s'est passé, il y a dû y avoir un problème au moment où j'ai mis le feu. Et bonjour à tous et bienvenue dans Ça tourne mal, le magazine de l'imprévu. On est de retour ce mois-ci, on retrouve l'équipe habituelle pour décortiquer toutes sortes d'expériences qui tournent mal justement. May, comment ça va? Tout va bien? Ça va, ça Est-ce va. que tu as bien dormi cette nuit? Pas trop. Non. Peut mieux faire. Et bien sûr, Dizzy, mon Dizzy, tout va bien? Oui, tout va bien. On a bien dormi cette nuit. Hein. Ah, c'était Oh parfait. la vache, qu'est-ce que c'était parfait. Alors La aujourd'hui, literie, un petit peu dur, mais le carrelage était très bien. On est à Podren, émission spéciale, il y a du public, ça fait plaisir. J'ai toujours peur de lancer des applaudissements et que je fasse un vide en fait. Alors au menu ce mois-ci, on commence par l'habituelle rubrique, hein, on essuie les plâtres de Dizzy. Est-ce que tu veux l'expliquer en quoi ça consiste la rubrique rapidement et de quoi tu vas parler? Alors, ça va être ça parle des expériences scientifiques qui lancent des nouvelles expériences. Le début des grandes Le inventions. début des Et tu vas grandes nous parler quoi inventions. spécifiquement aujourd'hui? C'est un tailleur pour dames. Qui a ouais. voulu lancer quelque chose et On va en parler juste après. On continuera avec la chronique de May, hein, l'habituelle chronique gastronomique, le cloug en référence à... Le Père Noël est une ordure. Exactement. Et C'est roulé sous les aisselles. Exactement. Et de quoi tu vas nous régaler? Eh bien, des produits qu'on connaît tous, mais dont l'histoire est un petit peu bizarre. Et pour terminer la rubrique expérience sociale, ça tourne mal, où j'ai décidé, vu qu'on est à côté de l'ancienne prison de Rennes, j'ai décidé de vous parler d'une expérience psychologique qui a sacrément mal tourné, l'expérience de Stanford, si vous la connaissez, on verra ça tout à l'heure. Je vous propose de commencer avec toi, mon cher Dizzy. Tu nous emmènes faire le grand plongeon, si c'est bien compris. c'est ça. Bon, alors, le mois dernier, je vous parlais d'un Chinois. C'était le pionnier des astronautes. Mhm. Vous vous souvenez, ce mec-là, il s'était installé sur une chaise en osier et puis il avait mis 47 fusées dessus pour aller sur la Lune. Bon, bah, il s'est foiré quand même. Il y a eu un cratère et puis bon. Donc là, j'ai décidé de vous parler d'un tailleur. Il s'appelle Frank Ce monsieur. Schelt. Donc, désolé, c'est pas un Allemand, c'est un Autrichien. Voilà. Il est beau, hein. Il est beau. Hein. Donc on est vers 1910 et l'aviation, tout ça, et tout le monde est en train de se dire il faut qu'on puisse sécuriser dans les avions et que si jamais ça se crache, il faut qu'on fasse des parachutes. Ce monsieur-là, il est tailleur pour dames et il se dit bon bah je suis tailleur, je vais me faire un costume parachute. Donc il commence à Le début du parachute. C'est ça, c'est le début du parachute. Et il étudie les chauves-souris. Et voilà. On dirait un Mystery Man. Je sais pas si vous voyez le film. Oui. Moi, je le trouve magnifique. Donc, il étudie les chauves-souris et puis il commence à faire des tests, d'abord sur des mannequins depuis son immeuble. Le mannequin, il s'écrase. Ça foire. Après, lui, il teste lui-même. Il se foire. Il tombe sur une botte de paille. Bon, il se foire. Et puis il se dit, bon allez, j'y crois, je continue. Ça part pas très bien. Il se dit, qu'est-ce qu'il y a encore un peu plus haut, parce que faut tester de plus haut. La Toujours tour plus Eiffel, haut. voilà, premier étage de la tour Eiffel, il lance son mannequin, le mannequin s'éclate. On a la vidéo justement. Alors, Voilà, attention. le mannequin s'éclate. Ah oui, vas-y. Il se dit, quand même, je veux être le premier à faire ça, quoi. Donc je vais y aller quand même. Je le fais. Je ne suis pas un mannequin. Ça fonctionnera sûrement. Mais c'est ça. Donc on va lancer la vidéo. Alors, disclaimer, même si les images sont très vieilles et en noir et blanc, ça peut peut-être heurter la sensibilité de certaines personnes parce que c'est une des premières tentatives de saut en Donc, parachute et probablement la première ratée. Non mais attends, ça se trouve ça va réussir. Non mais... Alors, donc on le sent, il est prêt, il mais y va, il il y va hésite quand pas. même. Allez. Attention, hein, c'est dur. Non. Allez quand même, j'y vais. Et malheureusement, voilà. C'était un pionnier. Hein. Un pionnier, il fallait bien essayer quoi. Et donc il avait fait son testament la veille. Heureusement. Hein.
où il lègue à peu près tout à sa femme. Et puis il dit, si jamais mon invention fonctionne, je voudrais que ma femme ait une rente de 1500 francs à l'époque. Bon, bah, je crois qu'elle en aura Elle n'a rien jamais vu l'argent. la pauvre. Et donc voilà. Un bel Autrichien. Donc, pionnier. le début du parachute. Voilà, très belle. Tout le monde ne peut pas être Batman. Non. Ça marche pas. Pas du tout. On va continuer avec. Vous aimez manger? Bah si, quand même. On vous propose de continuer avec une petite rubrique gastronomique. May, de quoi tu vas nous parler? Vas-y. Alors, des noms les moindres, le Coca, le Nutella et le Roquefort. Donc des produits qu'on connaît tous, n'est-ce pas, qu'on a sûrement tous dans le frigo. Plus ou moins. Alors, par exemple, je vais commencer avec le Coca. Donc, est-ce que vous saviez qu'à la base, c'était pas censé être une boisson? Donc c'était censé être un médicament pour les maux de tête. Ouais. Et ça tourne mal. Et oui. Mais l'avantage avec le Coca, le saviez-vous, c'est que ça nettoie aussi super bien l'argenterie et la cuvette des toilettes. Parce que c'est tellement costaud et tellement abrasif que ça nettoie tout sur son passage. Ça, je suis pas tout à fait sûre que quand il a inventé le Coca, il s'est dit on va pouvoir tout décortiquer avec. Tout sera tout beau, tout brillant. Enfin voilà. Ça, c'était le petit truc. Sinon, je vais partir sur le Nutella et après, je finirai avec le Roquefort. Le Nutella, à la base, c'est Pietro Ferrero, donc grand-père donc, de la société Ferrero, toujours actuelle, qui, en fait, a laissé traîner une barre chocolatée qui a cramé avec la canicule et il s'est dit tiens, c'est bizarre, c'est une drôle de tête. Alors, cette barre en question, c'est une... je ne suis pas italienne. Un Giandujo. Donc, c'est une petite barre chocolatée avec une petite partie croustillante recouverte de lait, de cacao et de noisettes. Et donc, pendant la dite canicule, cette barre a totalement fondu, s'est décomposée. Et le fils a vu ça, il dit « Oh, papa, tu as vu? C'est une drôle de texture, ça doit être super bon. » Et de là est née la Super Crema, qui, du coup, 5 années plus tard, deviendra le Nutella que nous connaissons, bon, qui a été un petit peu chargé d'huile de palme entre-temps, mais on n'a pas le droit de le dire. On veut pas de procès. Voilà. Et ensuite, le Roquefort. Figurez-vous que le Roquefort, à la base, la légende dirait que c'est une histoire d'amour. Alors là, vous m'expliquez le rapport entre le Roquefort et une histoire d'amour? Eh bien, je vais vous le dire. Ce serait un petit jeune homme qui se baladait tout le temps avec son casse-croûte, son lait caillé de brebis et son petit pain, qui en fait, c'était un stalker. Il suivait en fait la petite bergère du coin, et en fait, il se planquait pour pas qu'elle le voie. Et en fait, un coup, il aurait oublié son goûter dans une petite caverne, et il serait reparti pour pas se faire griller. Et en fait, en revenant le lendemain pour chercher son goûter oublié, ça aurait commencé à moisir, et à prendre une texture assez particulière. Et de là, il s'est dit « Oh, c'est super, c'est quand même bon, je vais le goûter quand même, on sait jamais. » Et en fait, le Roquefort est né de là. Tout ça parce qu'il suivait une bergère. Moi, je trouve que c'est quand même assez sympa. L'invention de la pénicilline roqueforti est due à un mec qui suivait une gonzesse. Ça change. Hein. C'est beau, les histoires d'amour. Oh, balance ton Roquefort, bien joué. Voilà, c'est tout pour moi. Et ben on va continuer avec la dernière rubrique. Expérience sociale, ça tourne mal. Alors là, on n'est plus là pour rigoler. Attention, c'est triste. Hein. Je vous préviens. Vous connaissez. On n'a pas la suite. J'aimerais bien voir la suite. Et on a mis une flèche rouge typique des vidéos YouTube. Ouais. Est-ce que vous connaissez l'expérience de Stanford dans la salle? Levez la main ceux qui connaissent éventuellement. Ouais, il y en a quelques-uns, ça va. C'était au cours de l'été 71, hein, c'était à Stanford, à Palo Alto, et c'était le professeur Philippe Zimbardo qui a donné son nom à l'expérience. Et ça consistait à comprendre, justement, on est à côté d'une prison, pourquoi les situations se dégradent en prison, et ils ont recréé une prison dans les locaux de l'université. Ils ont publié une petite annonce qui invitait les gens à venir s'inscrire, contre une rémunération, bien sûr, un petit peu d'argent, l'appât du gain. Et au final, il y a eu 24 personnes qui ont été triées sur le volet sur des critères d'équilibre mental et physique. Attention, ça a son importance. Et ils ont tiré à pile ou face. Donc il y a eu une équipe de 9 prisonniers, une équipe de 9 gardiens. Les 6 derniers étaient remplaçants, comme au foot sur le banc.
Les gardiens, eux, devaient se relayer toutes les 8 heures. Ils avaient des uniformes kaki, surtout de l'armée, des petites petites lunettes de soleil à verre réfléchissant pour éviter le contact visuel avec les prisonniers. Tout était fait pour éviter le contact. Et aussi, les prisonniers, eux, avaient classiquement la petite chemise de nuit avec le matricule, des tongs, bon, pourquoi pas, la marche des tongs et tout, un matelas même le sol, et bien sûr une petite chaîne autour des pieds, sinon, bah, c'est pas drôle. Non, parce que j'aurais bien voulu, moi. Cette nuit. Oui, et comment ça s'est passé? Eh ben bon, première journée, nickel, ça s'est bien passé. Le deuxième jour, là, ça commence un petit peu à sentir mauvais. Première rébellion des prisonniers, mais bon, ça s'est vite contrôlé à coups d'extincteur. Enfin, pas de coups physiques, hein, bien sûr, je vous rassure. Et les matons, ils commencent à mettre en place des sales stratégies pour briser la solidarité entre les prisonniers. Alors, des appels à toute heure du jour et de la nuit, privés de sommeil. Au bout de 36 heures, le premier prisonnier craque. Et en fait, la pire chose, c'est que tout le monde pouvait demander à arrêter l'expérience, mais personne ne l'a fait parce qu'ils ont complètement perdu le pied avec la réalité. Et au bout de 6 jours, ils ont dû arrêter sur 2 semaines. Hein, tellement tout est parti en cacahuète. Et sur les 50 personnes qui encadrent l'expérience, il n'y a qu'une seule qui a eu le courage de dire les gars, on va peut-être trop loin, là, il y a quelque chose qui commence à puer. Et le bilan, c'est que ça s'est arrêté de manière très brutale. Et en gros, des hommes très bien portants se sont transformés soit en sadiques, en matons sadiques, soit en prisonniers dans leur rôle. Et il y a eu des graves séquelles physiques, des gens qui ont été psychologiquement détruits, il y a eu des grèves de la faim, il y a eu la violence gratuite. Et en fait, cette expérience, si vous connaissez un petit peu la psychologie sociale, parce que moi, c'est un petit peu dans mes études que j'ai pu voir ça, c'est devenu assez classique pour expliquer les mécanismes de soumission à l'autorité. Et ça peut rappeler l'expérience de Milgram, si vous connaissez, avec les décharges électriques. Ça, c'est un classique. Regardez, c'est quoi le film Icom Ika, je crois. Et voilà, donc après, cette expérience a été reprise dans la pop culture. Je me rappelle de Life, il y a eu Véronica Mars. Pour les cinéphiles, il y a eu un film avec Ezra Miller qui est sorti il y a quelques années, mais j'ai pas recopié la phrase Wikipédia, donc tant pis. Et le mois prochain, on parlera justement, pour continuer là-dessus, du film La Vague, La Vague, ou comment fonder un régime autoritaire, et là aussi c'est effrayant. Voilà, et bon, on va terminer avec une petite expérience étrange personnelle, parlons-en, tant qu'on a 2 minutes. Dizzy, vas-y, raconte notre nuit, notre folle nuit. Rapidement, en 30 secondes. Il est 1h du matin. Ça tourne mal. On veut aller se coucher. On gonfle le matelas. Et le matelas explose. Oh merde. Enfin, il n'a pas explosé tout de suite. Il s'est dégonflé lentement. Ouais. Et on s'est endormi. Et puis on s'est posé tout doucement sur le carrelage. Et un atterrissage en douceur. En un quart d'heure, quoi. Et voilà. Après, on a dormi sur le carrelage. Et après, on va aller se coucher, là. Voilà. Bien, merci à tous de nous avoir suivis. Ça fait très plaisir pour notre premier live à Podren. Justement, merci les collègues, merci Meg. Merci. Merci Dizzy, merci le public. Alors bien sûr, les 5 étoiles et le Patreon, n'hésitez pas. Et on se retrouve le mois prochain. D'ici là, soyez curieux. Bisous. Salut. Bonjour à tous, merci d'être là. Nous sommes Enfance Croisée avec Benjir, Oasis et Eric, moi-même. Nous sommes très heureux de participer à Podren et nous allons profiter de ce moment pour partager avec vous des histoires de notre enfance qui nous ont marqués, que ce soit par la peur, le rire ou l'émotion. On va commencer avec Benjir. Benjir, bonjour. Bonjour. Moi, je vais vous raconter une histoire qui commence à une époque où la plupart d'entre vous n'étaient même pas encore nés. C'était à l'époque où les ordinateurs ne fonctionnaient pas sous Windows. Mon père travaillait pour IBM dans une grande usine à Corbeil-Essonnes, l'usine d'IBM France. Il y avait, je crois, 78 000 personnes qui travaillaient là-bas, donc avec un comité d'entreprise énorme. Il y avait même une caserne de pompiers à l'intérieur de l'usine. Et le comité d'entreprise, il y avait une médiathèque, une bibliothèque et un centre de vacances qui était dans le sud de la France, à Buisson-Cadouin. C'est dans le Périgord, je crois. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la région. Il y a des petites collines, il y a des arbres, des rivières. Et moi, j'allais passer toutes mes vacances là-bas, évidemment.
évidemment. Le site, c'était... Enfin, le site de la colo était propriété d'IBM, quoi. Donc c'était dans les années 80. Les locaux commençaient à dater un peu. Tous été construits dans un délire complètement futuriste dans les années 70. Donc voilà, il faut imaginer un peu un village à la Casimir, où il y a des dômes, des terrains de sport, des espèces de... Il y avait tout, quoi. Une espèce de cantine, mais complètement gigantesque. Et pour éviter que les enfants des cadres et les enfants des ouvriers se sentent sur des différentes classes sociales, quoi, discriminées, on avait des uniformes. C'est-à-dire qu'on arrivait là-bas avec nos fringues et au début de la colonie de vacances, on les déposait dans un placard et on nous filait des uniformes estampillés IBM France. La secte IBM, donc. Voilà, c'est ça, D'accord. c'était la firme, quoi. Et ces uniformes, ils avaient un petit côté un peu classe quand même. Moi, j'avais beaucoup d'admiration pour ce travail qui était vraiment super. C'est collector. Ouais, c'est ça. C'était, en plus, ils construisaient des ordinateurs, quoi, à l'époque où il n'y en avait pas, quoi. C'était vraiment la science-fiction, quoi. Et donc, tu avais des t-shirts bleus, marine, avec 3 petites bandes blanches et un logo IBM France. Super, super design. On avait des pantalons, pareil, bleu marine, voilà. Et puis des sous-vêtements bleu marine, avec des rayures blanches, voilà, des tricots de corps, des tricots de peau, comme on disait, et puis des slips. Des slips IBM, hein, en vrai. Hein, c'était pas des boxers à l'époque, ça n'existait pas. C'était pas des caleçons, ça n'existait pas. C'était des slips kangourou IBM. Donc, faut imaginer 800 ou 1000 gamins avec tous le même slip, quoi. Faut imaginer la vrille gigantesque avec des machines, avec des tambours gros comme ça. Enfin voilà, quoi. Et donc moi, je passais des mois tous les étés, je passais un mois là-bas. Et à un moment donné, je me suis dit, à un moment donné, dans ma tête de gamin, ces fringues-là, peut-être qu'un jour, ça deviendra collector. Peut-être qu'un jour, j'aurais envie d'aller à une convention de podcast et que je pourrais trouver ça cool d'avoir un slip IBM. Je savais pas que l'avenir allait prendre cette société, mais c'était quand même, je pense, un bon feeling, quoi. C'est vrai que ça aurait pu être sympa aujourd'hui que je puisse vous montrer mon slip IBM, même si, j'avais pas percuté, mais il était grand comme ça, quoi. Bon, enfin bref. À un moment donné, courageusement, avant le retour à la maison, je me suis dit, je vais barber un slip. Je vais le mettre dans mes affaires. Donc j'en avais un, je l'ai roulé en boule, tout petit, et je l'avais foutu dans ma poche. Au moment où on rend nos fringues, et au moment où on est censé récupérer les nôtres avant de remonter dans le bus, quoi. Et donc j'avais mon slip dans la poche. Et en fait, ils ont fait le décompte des fringues, quoi, pour essayer de vérifier si on leur avait pas volé des trucs, quoi. Il y avait un mec chargé de compter les slips, un autre chargé de compter les t-shirts. Donc, il faut imaginer des Américains assez grands, avec des lunettes de soleil, en train de compter les fringues des gosses, quoi. Et je me suis retrouvé un peu angoissé, un peu inquiet. D'autant plus que devant moi, dans la file d'attente, il y a un gamin qui s'était fait gauler avec un t-shirt, quoi. Donc, au moment de rentrer dans le bus, le gamin avec le t-shirt s'est retrouvé mis de côté par rapport aux autres enfants, quoi. Derrière 2 Américains, il a été enlevé, il a été mis dans une petite salle. Moi, j'ai pris mon slip, je l'ai balancé derrière moi. Tant pis, j'ai pas de slip. Mais j'ai pu remonter dans le bus. Et le gamin, il est pas remonté dans le bus. Ah, c'est génial. Voilà, donc c'était mon histoire à la fois drôle et un peu inquiétante, quoi. Je te passe là. Merci Benjir. Je te passe la main, Oasis. Ouais. Je t'en prie. Alors moi, c'était quand j'étais en primaire, vers 2003-2004, où à l'époque, on a eu la mode des POG, des billes, tout ça. Et il y a eu aussi, peut-être que ça parlera à certains, la mode ça s'appelait les toupies Beyblade. C'était des toupies en plastique qu'on pouvait construire, stuffer et changer les outils, tout ça. Oui, voilà, avec un super lanceur en plastique et tout, voilà.
Et j'en avais pas en fait. Tous mes copains, plein de copains en avaient. Dans la cour de récré, on jouait qu'à ça et tout. Et j'en voulais une. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a mis du temps. Mes parents n'ont jamais voulu m'en acheter une. Et un jour, avec les petites économies que j'avais, je m'en achète une d'occasion et tout. Donc ça prend du temps, j'ai hâte, je trépigne d'impatience. Et donc l'achat se fait et tout, sous surveillance de mes parents. Trop content, je sors dans la rue pour la montrer à mes copains, faire une démonstration. Ouais, vas-y, je te la montre trop bien et tout. Je fais démonstration, on fait des combats. C'est même pas dans la cour de l'école. Ah non, c'était dans dans le quartier, à la pause midi, il me semble. Et donc on fait la pause, je fais trop content, trop fier de moi et tout. Et puis dans la précipitation, je fais pas attention, je la lance. Et vous savez, des fois sur les trottoirs, il y a des grilles d'égout qui font la marche. Et où il y a la grille par terre et la marche du trottoir et aussi un trou en fait. Et je la lance, trop content de moi. Ça faisait même pas un quart d'heure que je l'avais. Hein. Je la trépignais depuis 1 mois, 2, tout ça. Elle est tombée dans les égouts. Ce genre de déception. Alors que c'est un truc où dans la cour de récré, j'étais trop content. Ça faisait 1 semaine que je me disais, je vais l'avoir, je vais être trop content, ça va être super, pouvoir jouer avec mes copains. Et ça a duré 1 quart d'heure et c'était une grosse déception. Je pense que ici tout le monde se reconnaît dans ce genre de déception d'enfant, hein, où tu casses ton jouet, tu tires la flèche nerf, la seule flèche nerf que tu as sur le toit de la maison, et impossible d'aller la récupérer. Mais le pire, c'est que c'était tellement à la mode que t'as même dans les paquets de céréales, ils te passaient des stickers, même des petits accessoires pour la compléter. C'était pas genre la mode toute petite dans un coin, c'était vraiment en primaire, tout le monde les avait à cette époque-là, dans ma classe, quoi. Donc bah voilà, une grosse déception de 8-9 ans. Ah, je comprends bien. Alors ça va être à mon tour. Moi, ça va être difficile, je pense, pour vous de vous imaginer. Mais gamin, j'allais tout le temps au bord de la mer. On a une maison, en fait, vu que je suis breton. On a une maison au bord de la mer, c'est vraiment la maison familiale. Et pas très loin, tu as une petite chapelle où toute ma famille s'est mariée, qui est un peu en surplomb. Et tous les dimanches, bien sûr, il y a la messe. Et cette messe-là, c'était le 14 juillet. Je pense que comme chez vous, les feux d'artifice ont lieu le 13 juillet. Et le 14, comme tout bon gamin qui se respecte, je faisais le tour de la mairie, de tous les endroits où en fait il y avait eu des pétards qui avaient été tirés, il y avait des porte-monnaies qui avaient été perdus. Et je faisais mon argent de poche et ma réserve de pétards pour le mois à venir à la mer. Et donc je ramasse des pétards et je ramasse une énorme fusée. Mais vraiment un truc que, gamin, 8 ans, personne ne te laisse jouer avec ça, quoi. T'as même pas le droit de l'acheter, quoi. Non, j'ai pas. Non. Déjà, c'était galère pour les pétards normaux. Je galérais pour avoir des claques doigts. Alors ça, personne m'aurait laissé l'avoir. Comme une toupie Beyblade. Je retourne dans notre jardin, qui est au bord de la mer, et la maison passe... Enfin, quand on descend de la petite chapelle, après la messe, on passe devant notre maison. Je vais dans le jardin, j'allume l'énorme fusée, et là, tu avais un groupe de gens qui sortaient de la messe, bien habillés, bien tout beau comme il faut, qui descend, qui passe devant le parking, devant la grande place où avait lieu la fête, et moi, je tire la fusée. Et la fusée, normalement, ça monte vers le ciel, une fusée. Mais... ça, c'est la théorie. Mais a priori, quand tu sors de la messe, t'es plus près du ciel. Bien joué. On la voit venir. Ils se sont rejoints au croisement, on va dire. Parce que la fusée a filé en plein milieu du groupe de personnes qui sortaient de la messe et a éclaté en plein milieu du groupe de personnes. Elle était de quelle couleur ? Franchement, je m'en souviens plus, tellement ma peur a été grande. Donc, après l'éclat, j'ai vu les gens devenir furax et courir vers moi. Donc, le premier truc que j'ai fait, bien sûr, en tant que gamin, c'est de s'enfuir. Et vu qu'on habite au bord de la mer, il y a des presqu'îles. Donc, ma première idée, ça a été d'aller me cacher sur une des presqu'îles. Sauf que je flippais tellement que je suis resté sur la presqu'île le temps que la marée monte.
Ah merde. Et je sais pas si vous savez combien de temps ça dure une marée, mais ça dure 6 heures. Et quand tu y vas et qu'il est 11h du matin et que la mer monte, eh ben, tu peux en ressortir qu'à 18-19 heures. Donc j'ai passé ma journée à lancer des cailloux dans l'eau pour pas qu'on me retrouve coincé sur une île en bouffant des moules. Sans eau, sans nourriture bien sûr, parce que j'étais parti en courant. À m'ennuyer sur mon île et à revenir à la maison qu'à 18-19 heures en étant sûr que les recherches avaient été arrêtées. Parce que personne n'avait eu l'idée d'aller chercher sur l'île. Voilà, c'était mon histoire du 14 juillet. Il nous reste un peu de temps ou pas? Il nous reste du temps parce que Benjir avait une super histoire. Ouais, bah, c'était à l'époque de la colonie de vacances, évidemment. Mais c'était à l'école, en fait. Donc, évidemment, à un moment donné, mes parents ont, je sais pas, déménagé, enfin voilà, quoi. On a quitté une maison de la banlieue parisienne pour aller habiter dans une autre maison de la banlieue parisienne. Et je me retrouve nouveau, hein, je sais pas si c'est arrivé à beaucoup d'entre vous, mais nouveau à l'école, quoi. Je crois que c'était en CM1. Moi, ça m'est arrivé, on m'a appelé le nouveau pendant 3 ans. Ouais, c'est ça. Et alors, du coup, dans la cour de l'école, les groupes se forment, les gamins qui se connaissent vont discuter avec les gamins entre eux, quoi. Et puis moi, j'étais sur le côté. Il y avait un mec qui était là, pareil, qui avait l'air de connaître personne. Donc, pour se donner bonne figure, on va se voir, on discute. Ouais, t'es nouveau, ouais, moi aussi je suis nouveau. Ton père travaille IBM, ouais, moi aussi, mon père travaille IBM, évidemment. Hein, tout le monde travaille IBM. Et du coup, dans la cour de récré, on discute, on devient un peu potes, on rentre dans la classe, on s'assoit l'un à côté de l'autre. Le maître, Monsieur Laronde, fait l'appel. Benoît Giraud, ok, présent. Et puis le mec d'à côté, Yannick Giraud, présent. Et en fait, nos noms étaient identiques. Et on était nouveaux dans la même école le même jour. On ne savait pas que nos noms étaient identiques. Et en fait, tous les élèves de la classe ont cru qu'on était frères jumeaux, évidemment. Et le maître, Monsieur Laronde, il nous a jamais balancé. C'est-à-dire, pendant plusieurs mois, on a fait croire à tout le monde qu'on était frangins. Sympa, le maître. Voilà, c'était Enfance croisée, spécial pour Podren. On vous remercie d'avoir assisté et puis on espère vous recroiser très bientôt. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, bienvenue dans le podcast Tu verras quand tu seras grand, le podcast des vieux cons réac. Alors, pour cette spéciale Podren avec moi, Didouille de podcast Entrepod. Salut tout le monde. Guillaume de C'est quoi les bails. Hello. Et Pot, putain, je sais plus ton pseudo, Pacopac, qui est un podcasteur en devenir. Prends des notes. Hein. Alors, du coup. Il avait utilisé un terme hier, c'était pod auditeur ou un truc comme ça? Poditeur? Oui. Ouais, c'est ça, ouais. C'est comme ça qu'on dit. Alors, pour commencer, Guillaume, quand tu étais petit, qu'est-ce qu'on te disait quand tu étais, Quand j'étais petit, on me disait arrête de jouer aux jeux vidéo, ça mènera à rien. Et tu verras quand tu seras grand. Et tu verras quand tu seras grand, t'oublieras. Enfin, ça servira à rien, quoi. Et finalement, passeras à autre chose. Et finalement Bah aujourd'hui, non. Tu passes mon temps sur Skyrim. Non, j'en suis pas au point de jouer à Skyrim à des conventions, mais. Ouais, ça balance. Ça balançait. Mais ça a amené à tout ce que je suis aujourd'hui, en fait. Toutes mes passions, faire du podcast. À la base, je faisais des podcasts sur le jeu vidéo. Donc. Aujourd'hui, je suis illustrateur. À la base, je voulais dessiner dans les jeux vidéo. J'ai fait des études de jeux vidéo. Et depuis, je suis chômeur. Et du coup, moi, justement, je voulais rebondir là-dessus, parce que moi, quand j'étais petit, j'étais comme toi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Et moi, j'avais un oncle, il était assez particulier sur la position des jeux vidéo, parce qu'il disait c'est le mal, en gros, je deviendrais un raté. Et il me disait, tu verras quand tu seras grand, quand tu seras gros, moche et blanc comme un cul. Bon, il avait raison sur un tiers.
Et du coup, c'est vrai que moi, c'est une habitude, je veux dire, j'ai grandi avec, tu vois, comme toi, Guillaume, je pense qu'on a la même culture, on a eu les mêmes repères culturels. Et finalement, ça m'a pas bloqué, finalement, ça m'a apporté plus de choses. Bah, je pense que moi, c'est le jeu vidéo qui m'a amené au cinéma, qui m'a amené à la musique, qui m'a amené à plein d'autres trucs. Et au final, c'était une porte d'entrée c'est culturelle. sans fin, en fait. Ouais, c'était à peu près le même cas. Moi, j'ai commencé à jouer au Final Fantasy quand j'étais gosse, puis j'ai avancé au fur et à mesure, et j'écoutais beaucoup les musiques justement de Final Fantasy. Puis après, ça m'a amené. Après, j'ai eu une période adolescente où j'écoutais Blink 182, donc c'est peut-être pas ouais, mais en gros, ça m'a ouvert la musique, le cinéma, toutes les références, et ouais, comme toi, ça m'a beaucoup apporté. Finalement, et voilà. Didouille, tu voulais apporter un autre Bah moi, je suis de la même génération. Je suis plus vieille que vous, les gars. Moi, je jouais à rien. Ah, bon, j'avais pas de tablette, j'avais pas tout ça. Pardon? C'est ça. Voilà, le fameux bâton de bois que les papas jouaient. Et dites à vos potes de se calmer, là. Donc, non, moi, je me souviens d'un truc où j'étais partie faire un stage linguistique en Angleterre et je suis revenue avec un vinyle de Dépêche Mode. Ouais. Je découvrais Dépêche Mode. Je suis revenue à la maison. La première chose que j'ai faite, je l'ai mise sur ma platine, mais à fond. Donc, ça donnait ça pour ma mère et mon père. Oh, la technique RVLT, attention. Ah ouais, désolé, j'ai oublié de vous le donner. Et tout, c'est pour toi. Alors ça passait pas du tout. Mais on voit pas la danse du mec, parce que là, il a tapé un petit tourniquet sur lui-même. Ouais. Mais le côté métallique, le côté... ça... Mais surtout, je mettais le volume à 12, tu vois. Et là, ma mère et mon père, ils disaient, c'est pas possible, t'arrêtes d'écouter ta musique de dingue, là, tu vas finir par être sourde. Tu verras quand tu seras grande, tu seras sourde. Tu verras quand tu seras grande, tu vas finir par être sourde. Du coup, j'ai investi dans les cassettes, parce que moi, je suis de la génération aussi des Walkman. Donc, j'ai acheté mes Dépêche Mode en cassette, dans mon Walkman, mais j'écoutais très fort aussi. Mais là aussi, j'ai eu le droit à la remarque. Tu verras quand tu seras grande, arrête d'écouter ta musique de dingue comme ça, avec ton Walkman à fond. Alors, il faut dire que mes parents, surtout ma mère, en bas, elle écoutait à fond Michel Sardou. Donc, elle avait le droit. Tu m'étonnes. Mais moi, pas. Bah oui, c'est ça, c'est la règle, les parents d'abord. Voilà, les parents d'abord. On parlait exactement. des gros cons réac. Ben voilà. On est dans le sujet. On est dans le sujet. Kim Jong-un, Donald Trump ou un autre connard. On y est. Non, mais des trucs. Non, mais il y en a d'autres, hein, comme ça. Toi, Paco Pac. Moi, c'était la politique. Enfin, quand t'es lycéen, tu te dis je vais faire la grève, je vais faire tout ça. Il y a toujours quelqu'un qui dit tu verras, quand tu vas gagner des sous, quand tu vas faire ça, tu vas arrêter de faire la grève. Tu vas arrêter de dire que c'est mal le fric, qu'il faut vivre tous gratuitement et tout. Tu verras quand tu paieras tes impôts. Ouais, tu verras quand tu paieras tes impôts, quand tu auras une voiture ou quand tu auras un appart. Ouais. Ça me rappelle un peu le 50-50, c'est moitié vrai, quoi. OSS 117 quand il dit le monde il se lève tôt, le monde il se coupe les cheveux. On me disait ça aussi, genre tu peux pas avoir les cheveux longs toute ta vie, c'est pas possible. C'est quand tu passes chez le coiffeur. Tiens, justement, ça c'est une bonne question. Enfin, c'est une bonne. Je vais rebondir là-dessus. C'est par rapport au style vestimentaire. Bon, tous adolescents, on a été on était original, on va dire. Je m'en souviens que moi j'avais à l'époque, quand j'étais au collège-lycée, ça devait être 2006-2007, et c'était vraiment à l'époque des baggy, des Sketos, les Vans. Ouais, t'avais l'air d'un con. Mais tu disais, putain, je vais pouvoir pécho avec ça. Et la petite Sandy, là. Ouais, la Sandy en seconde C, là. Je suis trop chaud. Et finalement, ça n'a pas marché, mais c'est pas grave. Le truc, c'est que les parents disaient souvent, tu verras quand tu seras grand, tu seras habillé en costume, tu iras au travail, tu seras obligé d'avoir une tenue décente. Et là, pour une fois, ils n'avaient pas tort d'une certaine manière, parce que maintenant, je travaille dans un bureau, je suis aux 35 heures, je passe ma temps dans la machine à café, à bosser, et avec un costume et une petite mallette de petits cadres, quoi. Donc, peut-être que les parents, des fois, ils n'ont pas forcément tort, des fois. Non. C'est quand on devient parent, finalement, qu'on réalise que les responsabilités ne sont pas les mêmes, finalement. Et je pense qu'on peut avoir justement ton expérience de parent là-dessus, oui. parce que du coup, c'est toi, maman, qui dit tu verras quand tu seras la maman. Oui, parce que moi, j'en ai 2. Bon, maintenant, ils sont grands. Mais effectivement, j'avais à cœur d'éviter tu verras quand tu seras grand. Il y a des fois, ça aide, ça nous rassure, parce que finalement, ce qu'on veut pour nos enfants, c'est les préparer à être des citoyens de la société. Ouais. Non, mais avec la règle.
Mais pour revenir à ce qu'on disait sur le jeu vidéo et sur tout ce que ça a apporté, je pense que le principal, faut pas brider ses enfants. Il faut juste leur apprendre à être curieux de tout. Exactement. Et en fait, à partir de là, tu peux jamais rester bloqué à un seul truc parce que tu vas forcément t'intéresser à d'autres choses. Exactement. Et la société évolue. Essayer d'évoluer avec la société, c'est pas toujours évident quand même quand t'es parent. Ouais, non, j'imagine. Et quand t'es gamin, tu peux pas dire ça à tes parents. Évolue avec la société. Évolue avec la société, quoi. Bah, c'est surtout qu'on vit pas dans la même société. Nous, quand on est ouais. gamin, on a envie de se faire plaisir et puis profiter de ce qu'on a et de comment on a envie de le faire. Bah, c'est surtout, après ça dépend des parents, mais moi j'ai eu une mère qui a été très bon esprit dans le sens où j'avais des règles, bien sûr, comme tous les enfants, mais elle m'avait quand même laissé une certaine d'ouverture, en fait. Elle m'orientait vers la curiosité. Alors, peut-être pas de la plus bonne manière, je sais pas, enfin, après c'est subjectif, mais moi elle me laissait regarder les films d'horreur. Ah ouais, c'est cool ça. Donc en fait moi mon enfance c'était entre Le Roi Lion et The Thing de John Carpenter. Il y a des morts dans tous les côtés. ouais. C'est le grand écart Van Damme, quoi. C'est assez impressionnant, mais dans l'ensemble, tu vois, c'est ça aussi. Ça m'a permis de m'intéresser aussi à un truc qui est pas forcément, enfin un truc vraiment le cinéma, quoi. Enfin, je commençais par le cinéma de genre et je me suis orienté aussi sur d'autres. Ouais. C'est ça aussi. Je pense que ça devient de plus en plus comme ça parce que c'est vrai qu'on a évolué parce que c'est vrai que dans les années 50-60. Je pense que mes grands-parents, et ce que disait mon père, c'est qu'ils étaient super durs, super stricts. Droit, tu n'avais pas le droit de déconner. Hein. Tu déconnais, c'était la turbo branlée. Enfin, c'était, voilà, tu es au coin, tu manges pas ton dessert, tu peux pas l'avoir. Maintenant, tu n'as plus le droit de frapper tes enfants. Tu ah le ouais, sais, bah ça. alors là, on arrive sur un débat, là, je pense que c'est intéressant. Non, ouais, on va pas parler de ça. Je me casse. Mais on parlait avec un de tes amis de Retour vers le Turfu et qui nous disait... Le turf. Quand il dit... C'est ce que j'ai dit. Non, je déconne. Et il disait, quand j'étais petit, je disais... les bisous, c'est caca. Ah oui, c'était mon frère, oui, exact. Ouais, tout à fait. Ouais, quand, je pense que tout le monde l'avait eu, ce côté-là, quand on voit un garçon. Non. Ah, mais toi, t'es chelou comme mais en parlant de curiosité, justement, en fait, quand j'étais petit, j'avais découvert la cachette de magazines porno de mon père. Et en fait, c'était... la beauté du truc. C'était la caverne d'Ali Baba, quoi. Même aujourd'hui, je crois que je retrouverai jamais un truc comme ça. Ouais, il est là. Oui. Merci, papa. Et donc, ton frère, Ouais, bon. qu'est-ce qu'on lui répondait? Tu verras quand tu seras grand, les choses seront différentes. Et c'est vrai qu'une certaine manière, je pense qu'on peut tous l'affirmer qu'effectivement c'est différent. Ouais. Mais c'est marrant parce que ma belle-mère, elle avait un problème avec justement mon demi-frère qui jouait beaucoup aux jeux vidéo. Et elle s'inquiétait, elle était non mais quand même il joue beaucoup. Et je lui dis mais attends 1 ou 2 années, il va découvrir les filles et tu verras, il touchera plus jamais à une manette avant bien longtemps. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a eu sa première copine. La Xbox, elle prenait la poussière dans le salon, quoi. Ouais, j'ai eu ça aussi, mais moi, ça n'a pas duré longtemps. Je me suis dit, oh, c'est bon. Et sinon, dans le public, une phrase qu'on vous a dite, il y a quelqu'un qui a une phrase, tu verras quand tu seras grand, qui vous a marqué. Ah, le fameux tu verras quand tu passeras ton bac. Ouais. J'ai pas eu mon bac. Qui n'amène à rien. Ah, là-bas. Aussi, c'est pas un vrai métier, c'est vrai. Tu voulais devenir artiste, c'est ça, non? Créateur de jeux vidéo, un truc comme ça, non? Oh, Cascadeur. Cascadeur. Ouais, cascadeur, c'est bien ça. Ah là, il y a plein. C'est bien, mon petit, continue. Bravo, monsieur Lulu. Bel esprit. À toi, ouais. Ouais, c'est vrai, ouais, non, c'est clair. Hein. Enfin, quand tu vois les jeunes qui s'intéressent à l'amour de plus en plus tôt, ça, oui, par contre, c'est vrai que c'est l'évolution de la société. Faut dire qu'il y a eu Love Story. Hein. Les vieux cons, on a connu Love Story. Ah bah oui. Loana à la piscine. Avec Jean-Édouard quand même. Ah bah oui, un grand moment mythique de la télé, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Mais... Alors que nous, on était encore avec Thierry Lafond. Ouais, nous le schmilblick, que dalle. Le schmilblick. Que dalle. Et qu'est-ce que je voulais apporter encore? Je suis perdu.
Non, mais tu verras, c'est comme très terre à terre. C'est la vision terre à terre des parents. Oui. Par rapport à tes rêves d'enfant, finalement. Enfin, quand t'es enfant, oui, t'as pas de limite. Ils t'apprennent la perte de l'innocence. Enfin, ils te poussent à perdre ton univers. La fraîcheur, l'innocence de la jeunesse. Oh, putain, c'est nous qui nous sommes devenus des vieux cons alors. Bah putain, c'est ça. Je me casse. Off the mic. Et voilà, je peux dire qu'on sait à peu près tout pour cet épisode spécial Podren. On peut inviter les gens à nous laisser des messages avec des phrases cultes. Comme hashtag, tu verras quand tu seras plus grand. Sur Snapchat, sur Twitter, sur Instagram. Exactement. Voilà, tous les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. C'était moi, Luc, Didouille, Guillaume et jamais. Merci à vous tous. N'est-ce pas? Eh bien, écoutez, merci, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour notre tout nouveau podcast qui s'appelle Lève ton cul du canap'. Alors, Lève ton cul du canap', c'est quoi le principe? C'est tout simple, en fait. L'idée, c'est avec mes collègues et moi-même, c'est vous faire partager nos expériences, en tout cas des expériences de vie, qui pour certains pourraient être qualifiées d'étranges, on va dire. Mais en tout cas, surtout le principe, c'est de vous faire partager ces expériences pour que derrière, on vous fasse vivre, on vous donne envie de vivre la plus étrange des expériences qui soient. Bougez votre cul du canapé pour aller, je dirais, sortir, aller au-delà de votre réel quotidien, pour derrière tenter des trucs nouveaux, quoi. Voilà, faire des expériences, y aller. Et donc, pour ce faire, on va tout de suite attaquer avec Cobal. Cobal, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien, pour suivre ce que tu viens de dire, moi je vais vous parler de voyage, et plus particulièrement de voyage en solitaire. Car non seulement il faut lever son cul de son canapé, mais pour que cela donne le maximum de résultats, il ne faut être avec personne que l'on connaisse déjà, donc le mieux c'est de partir seul, et d'autre part de partir avec un sac à dos et pas de partir à l'hôtel, parce que sinon on ne rencontre pas les gens d'un pays, on a les larbins d'un pays à son service, ce qui n'aide absolument pas. Ce qui est cool quand on voyage seul, c'est qu'on est tout de suite incité à aller vers les autres, et donc à entamer le dialogue avec n'importe qui, que ce soit un chauffeur de tuk-tuk, un pêcheur sur une île perdue, des gens dans la rue, d'autres touristes, n'importe qui. Et c'est comme ça qu'on fait les plus belles rencontres. Pour ma part, lors de mon second voyage, qui était le premier tout seul, je suis parti comme ça un petit peu à l'aventure sans vraiment savoir ce que j'allais faire, qui j'allais rencontrer. En plus, j'avais absolument rien planifié. J'avais juste le billet d'avion d'aller et le billet retour. Et après, c'était... on fait un peu tout et n'importe quoi. On prend une direction. On voit qu'il y a un truc qui a l'air cool à visiter. Hop, on saute dedans. Un type dans la rue vous propose un truc qui a l'air absolument immonde à manger. Hop, vous y allez, vous testez. Et bon, des fois on est malade pendant 2 jours, mais c'est quand même une expérience étonnante. C'est l'année où je suis parti tout seul comme ça, ce furent les plus belles vacances de ma vie. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, et ça vous enrichira beaucoup. Voilà. Merci Cobal. Vivien, merci pour lui. Alors il y a une petite urne juste en fait que vous pouvez faire, en tout cas une urne virtuelle, hein, on va y aller. Vous pouvez donner des sous pour le prochain voyage en solitaire de Cobal, ça lui irait bien. Merci pour lui. Vivien. Beaucoup de cocktails à payer. Aussi. De quoi tu vas nous parler, toi, de ton côté ? Eh bien, moi, je vais vous parler d'une expérience qui n'est pas forcément étrange, mais en tout cas qui est assez insolite, je pense, que certains n'ont probablement pas faite. Je vais vous parler de la visite d'un camp de concentration. Voilà. C'est la mort du fun. Bienvenue. Retour des Allemands aussi, effectivement. Donc, un peu le point Godwin de l'émission, on va dire.
Donc, pour vous remettre dans le contexte, j'étais au collège, en classe de 4e, et le voyage en Espagne a été annulé et remplacé par un voyage en Alsace. Incroyable, donc vraiment on était heureux. Donc, on se retrouve à voyage en Alsace, voyage sur le thème de la Seconde Guerre mondiale, donc vraiment le fun, comme vous pouvez le voir. Et on a donc visité le camp de Struthof. Voilà. J'ai pas encore écouté les leçons en allemand, donc désolé pour mon accent un peu dégueulasse. Donc le camp de Struthof, qui est un camp de concentration en Alsace, le seul en France, il me semble. Et donc déjà, la chose la plus étrange, c'est quand on pénètre sur le camp, tout de suite, l'ambiance change, quoi. On pouvait parler, rigoler avant, et une fois le portail passé, il y a un silence pesant et extrêmement respectueux qui s'installe. Et rien que ça, déjà, ça met un sacré coup, en fait. C'est une expérience à vivre pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier. Nous, on avait un guide, donc on n'était pas totalement dans le silence. On avait un guide qui nous expliquait un peu tout ce qui se passait sur le camp. Donc les expériences, notamment, vraiment, ça n'a rien de rigolo, tout ce qu'il disait. Toute la vie, en fait, aussi des gens qui étaient dans le camp. Et donc, c'est beaucoup de souvenirs, de choses lourdes donc, qui s'installent. Et mine de rien, je pense que ça change de voir, de pouvoir en fait savoir ce que ces gens ont vécu, ce que ces gens ont souffert. Oui, vraiment, ils ont été exploités, maltraités, etc. pendant de longues années. Et mine de rien, visiter un camp comme ça, eh bien, ça change. Je pense que vraiment, je peux pas vous conseiller, je peux pas vous faire autre chose que vous conseiller de faire ça vous-même. Allez prendre l'initiative d'aller donc dans un camp de concentration. Et voilà, je vous incite à revivre cette expérience. Merci Vivien. Donc, sans transition aucune, eh bien, moi je vais parler donc d'une expérience, et qui est donc une expérience humaine également, qui en fait monter un groupe de rock en fait. Et monter un groupe de rock quand à un moment on se dit tiens j'adore la musique et ouais pourquoi pas y aller et puis se dire eh ben je vais apprendre la guitare et puis j'ai envie de faire quelque chose et j'ai envie d'essayer. Et donc c'est ce que j'ai fait avec quelques collègues qui sont parmi nous ici. Et donc on a monté ce groupe il y a quelques années de ça. Et c'est à la fois une expérience assez étrange de se retrouver avec, pour commencer, 2-3 gars un peu chelous, dont un qui fume de l'herbe, un autre qui est à moitié autiste et qui en fait n'écoute que sa guitare et qui n'écoute personne d'autre. Un batteur qui à l'époque effectivement était assez introverti, mais ça allait encore, jusqu'au moment où il a fallu auditionner une chanteuse en fait. Et là, ça s'est un peu gâté, pour tout vous dire. Alors, on a auditionné une chanteuse qu'on a surnommée, qui s'appelait Lynn en fait, qu'on a fini par surnommer Lynn de Coke, puisqu'en fait, quand elle est arrivée, cette chanteuse, je dirais, alors faut voir le truc, hein, nous on était un petit peu tout coucouille hein, avec nos instruments là machin. Et elle est arrivée, c'était le grand moment du casting. Et elle avait une très forte pression, mais elle avait aussi d'autres problèmes par ailleurs. Et elle est arrivée donc complètement toute de cuir vêtue, et en nous expliquant, puisque nous on lui avait expliqué on faisait nos petites compos, on essayait de faire quelque chose autant que possible. Et quand elle est arrivée, elle nous a expliqué que, elle voulait jouer du mécano en espagnol en fait, donc et qu'il fallait qu'on s'adapte. Je vais vous passer les détails. Ça a été un moment très très enrichissant. Pour tout le monde, en fait, je dois dire que c'est un moment ravi. Autant vous dire que finalement, elle n'est pas restée. On a essayé une autre, mais qui n'est jamais venue parce qu'elle voulait absolument venir avec sa mère à la répète. Je pense qu'elle avait certainement peur que 3 mecs qui étaient présents là, ça se passe pas très bien. Non, on était 4 d'ailleurs. Et puis on a fini par recruter une autre chanteuse qui est d'ailleurs là également aujourd'hui, qui est Starlette. Mais ça, si vous voulez, ce que je veux dire par là, c'est que monter un groupe de rock, c'est donc des rencontres. Et c'est des rencontres vraiment qui sont super enrichissantes, puisque du coup, on se retrouve avec des gens extrêmement différents. Et puis à un moment où vous êtes là à vraiment essayer de monter un truc, ça devient presque une famille à essayer de créer des morceaux, à répéter 1000 fois ces morceaux.
et puis à monter pour la première fois sur scène, à essayer de jouer votre truc et d'essayer de défendre votre bout de gras devant un auditoire. Enfin, papa, maman, et puis les frères et les sœurs. Et puis un jour, il y a les copains qui viennent. Et puis un jour, il y a du monde qui arrive un peu plus. Et puis au fur et à mesure, il y a la première scène qui passe, on tourne le dos au public. Et puis la deuxième, ça se passe un peu mieux. Puis au fur et à mesure, on commence à jouer dans un bar en public pour une première fois. Et puis voilà. Et puis ça grandit. Puis on enregistre un album, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je dirais, qui vraiment change, qui peut vraiment même changer même une vie, une façon d'être, et puis surtout ce qu'on me disait tout à l'heure, qui fait sortir de la zone de confort. On prend vraiment des risques et puis c'est super gratifiant au bout du compte. Donc moi, j'invite tout le monde alors, ça peut être un groupe de rock, mais ça peut aussi être créer un podcast, je veux dire, et puis aller devant les gens et puis y aller, quoi. Donc vivre son projet jusqu'au bout. Voilà. Mais c'est pas tout ça. Maintenant, c'est qu'on est parti très loin. Il est temps de rentrer à la maison. N'est-ce pas, Mathilde ? Exactement. Moi, je vais vous proposer quelque chose de bizarre, mais à faire avec le cul dans le canapé. On revient dans sa petite zone de confort. Donc, je vais vous parler d'un film, un des films les plus étranges que j'ai vu. Alors, il dure pas 700 heures. Il dure bien assez longtemps. C'est The Human Centipede. Oh non. Qui l'a vu ? Ouais. Il n'y a pas tant de monde que ça. Donc, The Human Centipede, je vous pitch l'histoire. Donc, un homme, un médecin qui séparait les siamois, c'était son métier, a décidé de reconstituer plutôt un tube digestif unique à travers 3 personnes. Voilà. Donc, il cherche des gens compatibles au niveau du groupe sanguin pour pouvoir ensuite les accrocher tous les 3, l'un après l'autre, pour que ça fasse un seul tube digestif. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ce film. Je sais pas, une envie comme ça. Je travaillais du matin et je suis rentrée chez moi l'après-midi. J'attendais que mon petit mari rentre et je me suis dit, tiens, je vais regarder The Human Centipede. Normal. Quelle riche idée. Oui, c'est-à-dire que j'ai fini le film à peu près comme ça. Voilà. Tout est fait pour être bizarre, dérangeant, dégueu. Et l'acteur, c'est quoi son nom déjà ? Dieter Laser. Voilà. L'acteur qui joue le médecin. Il est allemand. Il est allemand. Il est allemand. Et le film se passe en Allemagne. Ce sont 2 touristes qui se font choper par un mec bizarre et qui les drogue et qui chope ensuite un japonais et qui donc les accroche tous les 3. Et tu recommanderais cette vision Je recommande. Si, juste parce que ça fait partie des films les plus bizarres qui, je pense, existent. Et je sais que monsieur Randall a vu les 3. Parce que plus ça avance, plus il y a de gens qui constituent le centipède. Donc voilà. En fait, il leur brise les genoux, justement, pour les forcer à rester à 4 pattes. Pour pas qu'ils puissent se lever. Le meilleur moment, c'est quand même quand le premier mange, en fait. Hein, oui. Puisque, parce que ça active le tube digestif. C'est le but du jeu. Et... C'est la déglutition du 2e et du 3e qui pose plus problème. Le pire, c'est d'être au milieu, finalement. Hein. Voilà. Eh ben, voilà. Merci Mathilde. Merci beaucoup. Non, pas merci. C'est l'occasion, puisqu'en fait... Je vais vomir, je crois. Bah oui, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure d'aller manger. Quoi qu'il en soit, on était donc Lève ton cul du canapé. On vous remercie vraiment de votre attention. Et puis, on vous dit rendez-vous pour une prochaine émission. On abordera d'autres sujets. Et puis, d'ici là, portez-vous bien et à très, très bientôt. À bientôt. Au revoir.